Lorsque vous dérangez des intérêts, il faut vous attendre à passer par la case prison. Ça, je l'ai accepté. Mais à la fin de la vidéo, j'ai dit, mais demain, je vous demande de manifester pacifiquement, démocratiquement, légalement et de façon civilisée. Et cette dernière phrase de la vidéo, elle a été supprimée. Bienvenue dans cette nouvelle interview en studio du Média en 442. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Achille Nekaz. Bonjour. Bonjour et merci pour votre invitation. Merci à 442 et merci à Kate. Merci à vous d'avoir accepté effectivement mon invitation et d'être là parce que je sais que vous rentrez il y a pas très longtemps des États-Unis. Exactement. Alors je vais vous présenter rapidement pour ceux qui ne vous connaissent pas. Vous êtes un homme d'affaires et un homme politique algérien. Vous partagez votre temps entre l'Algérie, la France, les États-Unis. Vous avez également une chaîne YouTube qui compte pas moins de 117 000 abonnés. Et puis ce qui vous caractérise un peu plus, c'est votre côté, on va dire, provocateur. Et je vais rappeler à ce titre quelques faits. Mais ensemble, on va surtout aujourd'hui évoquer les relations franco-algériennes. C'est à la fois un dossier assez épineux et complexe. On abordera aussi vos affaires avec la justice parce que tout récemment, il s'est passé quelque chose. Et puis, nous terminerons, si vous êtes d'accord, par les relations entre l'Algérie et le Maroc. Alors, effectivement, c'est un entretien qui s'annonce assez dense. On va essayer de faire au mieux, mais je pense que la conversation, je laisserai la conversation aller. Voilà. Généralement, je laisse faire mon intuition, donc on verra où ça nous mènera. Avec plaisir. Mais avant de commencer, quand même, je vais vous laisser un mot pour débuter. Très bien. D'abord, merci. Je suis très content de pouvoir échanger avec vous. Donc, j'ai regardé ce que vous faisiez et je trouve ça intéressant et assez courageux, en même temps qu'iconoclaste. Et c'est vrai que les médias français donnent très peu l'occasion de s'exprimer, de donner son point de vue ou même d'échanger sur les différentes thématiques que vous venez d'aborder. Je trouve ça triste car ce n'était pas le cas il y a 20 ans ou même il y a 15 ans. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a une saturation, une censure des médias classiques et même alternatifs. Et il y a des questions à se poser. C'est la raison pour laquelle je suis heureux et honoré d'être votre invité aujourd'hui pour nous exprimer et échanger librement sur ces différentes questions. Eh bien, merci beaucoup parce qu'en plus, c'est vrai que ce sont des sujets à la fois complexes, mais à la fois d'actualité. Donc, ça tombe très bien qu'on puisse vous avoir avec nous. Alors, je disais, vous avez ce côté un peu provocateur. Il y a quelques années, vous aviez défrayé la chronique, notamment, en France, c'était lors de la loi sur le voile intégral qui avait été votée en 2010 et puis ensuite appliquée en 2011. Alors c'est une loi sur la dissimulation qui interdit toute dissimulation du visage au sein de l'espace public sous peine d'amende qui pouvait aller jusqu'à 150 € à l'époque. Et vous étiez donc insurgé contre cette loi, mais surtout contre les amendes, et vous aviez proposé à toutes ces femmes de payer vous-même leur contravention. Et c'est là où effectivement on vous a vu, notamment dans les médias français, la police vous suivre. Qu'est-ce qui a fait à cette époque-là que vous aviez envie de... vous n'étiez pas forcément favorable pour le voile intégral, si je me trompe pas. À titre personnel, voilà. Je suis contre. Ma femme, par exemple, ne porte ni le voile, ni le burkini, ni le niqab. C'est une Américaine, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de la voir. Donc, elle est diplômée Stanford, une des plus grandes universités au monde. Elle-même est contre, mais aux États-Unis, il y a cette tradition de respecter la liberté vestimentaire, la liberté religieuse. Je vous donne un exemple. Quand vous allez dans l'équivalent de Carrefour aux États-Unis, c'est-à-dire Walmart ou Target, vous avez des publicités avec des femmes en niqab. Donc, aux États-Unis, ils n'ont absolument aucun problème avec ce bout de tissu. Mais en France, en 2010, on était à 2 ans des élections présidentielles de 2012. Et Nicolas Sarkozy voulait absolument être réélu, c'était un peu tendu. Et ce qui m'a déplu à l'époque, c'est qu'il ait voulu instrumentaliser cette question sociétale pour essayer de grappiller 2 à 3 points au niveau des élections. Et là, j'ai dit non. Cette fois-ci, non. Je vais tout faire
de façon pacifique et légale pour neutraliser cette loi discriminatoire sur le terrain. Et c'est la raison pour laquelle nous avons créé avec mon épouse un fonds d'1 million d'euros pour payer toutes les amendes des femmes qui portaient librement le niqab à la fois en France, mais dans 7 autres pays européens. Mais dans le même temps, nous avons fait la même chose en Iran ou au Soudan, où nous avons porté assistance à des femmes qui refusaient de porter le voile. Je vous donne un exemple. Le 8 mars 2018, je me suis rendu à Téhéran pour faire libérer 29 femmes qui avaient été incarcérées car elles avaient ôté leur voile dans l'espace public. Et avec maître Nesrine Sotoudeh, une brillante et courageuse avocate iranienne, nous avons pu les faire libérer. Ensuite, elle est incarcérée 3 mois plus tard. Mais Dieu merci, aujourd'hui, elle est libre, mais sous résidence surveillée. Le principe est très simple. J'ai une position voltairienne. D'ailleurs, j'ai publié un livre qui s'appelle Le Voltaire du niqab. Même si je ne suis pas d'accord avec ces femmes qui portent le niqab, en aucune manière on ne peut accepter qu'un État les prive de cette liberté vestimentaire. Donc ce que d'aucuns appellent provocation, non, c'est pas de la provocation. C'est une démarche de principe pour aider ces femmes vulnérables à porter l'habit de leur choix. À partir du moment où c'est un acte libre, un acte de volonté, je ne vois pas pourquoi un État se permettrait d'empêcher ces femmes de porter ce bout de tissu. Et il faut savoir que c'est à cause de cet engagement-là que j'ai eu énormément de problèmes judiciaires, notamment à cause de Nadine Morano, qui n'avait pas accepté d'avoir été rejetée quelque part par la police lorsque je me suis présenté à une trésorerie publique pour payer une de ses nombreuses amendes. Donc sachez que c'est pas si évident que ça, mais c'est pas de la provocation. C'est plutôt une affaire de principe, et je suis très content que Nicolas Sarkozy ait perdu les élections 2 ans plus tard. Et on peut aussi rappeler que quelques années plus tard, le gouvernement a voté un amendement au Sénat pour justement interdire tout règlement d'une contravention par un tiers. Donc je pense que vous étiez quand même derrière cet amendement qui a ensuite été voté. Oui, il s'appelle l'amendement Nekaz d'ailleurs, mais j'ai trouvé aussi une parade là aussi. C'est que à partir de cet amendement, donc qui date d'octobre 2016, au lieu de payer directement l'amende, j'ai procédé autrement, c'est-à-dire que j'ai fait un prêt de 181 € sans intérêt à ces femmes-là, et c'est ces femmes-là qui pouvaient payer directement cette amende. Et quand le gouvernement de l'époque, c'était Monsieur Cazeneuve, ministre de l'Intérieur, a vu que j'avais trouvé cette parade, il a enclenché une procédure fiscale pour me neutraliser, c'est-à-dire pour bloquer tous mes comptes et saisir tous mes appartements. Et ils ont profité de mon incarcération en Algérie le 9 décembre 2021 pour tout me saisir. Et je pense qu'on va revenir. On reviendra, bien évidemment, bien évidemment. Mais si je peux me permettre un parallèle avec ce qui se passe aujourd'hui, on est en 2025, à l'époque, donc c'était 2010-2011. Quelle évolution de la société française vous voyez au niveau de l'acceptation de l'islam? Là, on parlait du voile intégral. Aujourd'hui, le voile revient encore dans les débats. Ce n'est pas le voile intégral, c'est le voile. On se pose la question, est-ce qu'il faut l'interdire au sein des universités ou non? Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? En 2015, j'avais fait une interview sur une chaîne étrangère en disant que nous étions au commencement de la fin de la présence musulmane en France. Nous sommes en 2025. Je pense que l'objectif de l'État français, que je distingue de la République française, que la République, c'est la République des Lumières, la République de l'État de droit, de la liberté, de l'égalité, de la fraternité. C'est une République qui protège, elle est positive. Mais l'État français, c'est l'État des ténèbres, l'État des discriminations, des stigmatisations, des soutiens au coup d'État, de la programmation des kidnappings et des assassinats politiques. Cet État-là ne veut plus de la présence des musulmans en France, quand bien même ils ont la nationalité française. Et je crois que derrière toutes ces lois discriminatoires qu'il y a eu déjà à l'époque, à la fin des années 80, avec l'interdiction du voile pour les élèves à l'école, qui était une bonne chose dans le principe. Mais on voit bien qu'il y a une stratégie qui a été mise en place depuis 30-35 ans, qui est au final de mettre fin à la présence des musulmans en France. Et les récentes expulsions de personnes qui ont vu leur titre de séjour annulé, ou certains qui étaient français et qui ont été déchus de leur nationalité française, je pense que c'est un laboratoire qui a été
expérimenté et que dans les prochaines années, je pense qu'on va assister à des expulsions massives des musulmans vers l'Afrique et notamment des Algériens qui, à mon sens, est la première cible de cet État français. Car vous devez connaître le roi romain Janus. Janus, c'est pile, c'est positif, et face, c'est négatif. Et je pense que cette dichotomie dans l'identité française va faire que le côté face, c'est-à-dire négatif, va prendre le dessus sur cette France généreuse qui, de plus en plus, est silencieuse. Est-ce qu'on peut évoquer l'islamophobie dans ce que vous êtes en train de nous dire, de nous décrire? Est-ce que l'islamophobie, d'ailleurs, existe en France? Je pense qu'il y a deux phénomènes, surtout depuis quelques mois. Il y a à la fois l'islamophobie qui date d'une trentaine d'années, mais aujourd'hui, nous assistons en plus à l'algérophobie. Car le problème essentiel de l'État français, derrière la question de l'islam, c'est la question de l'Algérie. Car l'État français n'a jamais digéré le fait d'avoir perdu l'Algérie en 1962 après une guerre terrible qui a fait 1,5 million de morts. Et le Front National, d'ailleurs, le noyau électoral du Front National, c'est les anciens pieds noirs qui vivaient en Algérie. Ils étaient autour de 800 à 1 million de personnes. Et cette cicatrice ne s'est jamais refermée. Et je pense qu'il y a un esprit revanchard de cette France coloniale qui, aujourd'hui, est incarnée par des partis politiques comme le Rassemblement national ou les Républicains. Et c'est ça qui est dangereux aujourd'hui. C'est que finalement, c'est la revanche qui anime les programmes politiques de certains partis politiques français. Et je pense que l'image de la France et même l'identité française va être fragilisée par cet esprit revanchard qui ne correspond pas à l'éthique, en tout cas à la façon dont je me représentais la France lorsque j'avais été à l'école républicaine il y a 45 ans. En tout cas, on va en parler parce qu'il faut en parler de ces relations bilatérales entre la France et l'Algérie, et on va aborder tous ces aspects avec vous. Mais avant, quand même, il faut quand même évoquer un fait, c'est que vous avez renoncé, vous, à votre nationalité française. Vous êtes né en France, vous avez renoncé à la nationalité française pour vous présenter, pour tenter en tout cas de vous présenter à l'élection présidentielle en Algérie, mais en 2013, je crois. Là, voilà, mais je peux regarder mes fiches aussi vous êtes bien. Mais juste avant, vous aviez tenté de vous présenter à l'élection présidentielle en France. Alors la première fois en 2012, vous aviez annoncé, non, en 2006 d'abord. Voilà, 2006 vous aviez annoncé ça en 2006 pour 2017, pour le scrutin de 2007, pardon. Et puis la seconde fois, donc une annonce, alors visiblement fracassante au Fouquet's pour le scrutin de 2012. Alors pourquoi cette envie d'abord de vous présenter tout simplement à l'élection présidentielle en France en premier lieu? Alors, à vrai dire, j'étais candidat à la candidature une seule fois. C'était en 2006, comme vous l'avez rappelé. En 2012, j'ai pas été candidat. En 2012, j'avais fait un coup médiatique. J'avais présenté une femme handicap comme candidate aux élections présidentielles. Et en effet, c'était au Fouquet's. Et puis vous étiez affilié au Parti socialiste. En 2011, ça c'était en 2011. Ça en 2011, voilà. Exactement, tout à fait. Alors, il faut savoir que mon père était un ancien militant anticolonialiste, et donc ce qu'on appelle en arabe un moudjahid. Et mon papa nous a toujours rappelé ce combat pour les libertés. D'ailleurs, une de mes sœurs s'appelle en arabe Liberté, Hurriya. Elle est née en 1958 et à l'époque, en Algérie, l'État colonial français refusait que des enfants portent des noms qui seraient à consonance émancipatrice ou qui feraient référence à la liberté ou à l'indépendance. Et donc, l'État colonial, l'administration coloniale française a refusé que mon papa appelle sa fille, donc ma grande sœur, Hurriya. Hurriya, c'est à la liberté. Donc, depuis notre plus jeune âge, on est très sensible à la question de défendre la liberté, l'égalité, la fraternité, l'indépendance, avoir des positions de principe. Et dès 18 ans, j'avais créé ma première association dans une cité où je vivais à Choisy-le-Roi dans le Val-de-Marne pour sensibiliser les jeunes à la citoyenneté, les inscrire sur les listes électorales, faire des soutiens scolaires. Bref, on a été très politisé dans notre famille grâce à notre défunt papa qui est mort en 2011. Et
ce militantisme-là, dans le cadre associatif, j'ai senti c'était pas assez. C'était pas aussi glorieux que ces militants contre le colonialisme français en Algérie entre 54 et 62. Et je me suis dit, il faut que j'aille beaucoup plus loin. Et lorsqu'il y a eu le World Trade Center en 2001, là, j'ai senti qu'il y avait un danger par rapport aux musulmans en France. Et c'est là où j'ai créé une nouvelle association qui s'appelle le Forum citoyen des cultures musulmanes pour essayer d'être un peu médiateur entre les musulmans et le pouvoir politique français. À l'époque, je m'en souviens, on avait organisé à la Maison de la Chimie dans les beaux quartiers, à côté du siège du Premier ministre, rue de Varennes, dans le 7e arrondissement de Paris, une rencontre avec les candidats aux élections présidentielles. Et on avait invité notamment Jacques Chirac, donc pour répondre aux sollicitations des jeunes musulmans. Surtout que j'avais écrit un livre avec lui en 2000. Ça s'appelait Millénarium, quel avenir pour l'humanité. C'était un livre entretien avec les 7 chefs d'État du G7. Et là, je me suis rendu compte qu'il ne voulait pas. Mais pas lui en tant que président, mais ses conseillers avec qui j'étais ami, à vrai dire. Et pour pas je vais le citer, c'est Jean-François Lamour qui était conseiller jeunesse, qui est devenu ensuite ministre des Sports. Et il m'a dit non, le président ne viendra pas. Et je lui dis pourquoi? Je lui dis vous me connaissez? Il me dit non, parce que là maintenant tu t'occupes des musulmans. Je lui dis mais c'est toujours moi, je m'appelle toujours Rachid Nekad, vous connaissez mon parcours, militant, entrepreneur. Il me dit non, pour nous non. Et là j'ai dit là, c'est dangereux, là. Parce que je commençais à défendre l'intégration des musulmans de France, j'étais devenu suspect. Et c'est là où je me suis dit, le combat militant ou le combat en tant qu'auteur n'est pas suffisant. Et pourtant, pendant le mandat de Jacques Chirac, il me semblait qu'il y avait justement cette mise en avant de la discrimination positive, avec même est-ce que c'était un ministère, il me semble, Azouz Begag est-ce qu'il était ministre ou ministre délégué d'un espèce de ministère comme ça, à l'égalité des chances. C'est ça? Voilà. Tout à fait. Il me semble qu'à ce moment-là, il y a... C'est après. C'est après. C'est après. Mais en 2002, je ne sais pas si vous en souvenez, le RPR de l'époque, l'UMP, on va dire l'UMP, avait publié, distribué des tracts où on faisait peur. C'était sur la sécurité. Et c'était très dangereux à ce moment-là. C'était l'effet direct de ce qui s'était passé aux États-Unis avec le World Trade Center. Il y avait une angoisse par rapport à la présence musulmane en France. Et là, je me suis dit, il faut s'engager un peu plus. Et cette maturation s'est faite entre 2001 et 2006. C'est en 2006 où j'ai décidé de dire, comme j'avais une surface financière, parce que mes affaires avaient bien marché, je me suis dit, Rachid, là, il faut que tu te mouilles un peu plus. Ça suffit pas d'écrire des livres, ça suffit pas de faire des associations, il faut taper un grand coup. Et le grand coup, c'est quoi? C'est être candidat à la candidature aux élections présidentielles pour justement défendre la présence de ces Français de culture musulmane sur le territoire français. Et ça a été très, très mal pris. Tous les contacts que j'avais eus dans les médias, dans le monde politique, dans le monde culturel, tout le monde m'a tourné le dos parce que j'avais osé franchir le Rubicon. Comment un jeune des cités pouvait se permettre de se porter candidat à la candidature? Et là, j'ai perdu tout. J'ai tout perdu sur le plan du réseau que j'avais. Avant, j'avais aucun problème à rencontrer des hommes politiques, des grands hommes d'affaires, des grands entrepreneurs, des grands intellectuels. Par exemple, Jean d'Ormesson, c'était un ami avant. Feu Jean d'Ormesson. Et il était venu à la réunion que j'ai évoquée à la Maison de la Chimie. Mais il avait peur, il avait très très peur. Il est resté 5 minutes. Il avait introduit cette réunion à la Maison de la Chimie. Et là, je me suis dit, il y a quelque chose qui tourne pas rond. Quelque chose va mal dans ce pays. Lorsqu'on n'assume pas ou lorsqu'on ne revendique pas notre identité musulmane, tout va bien, mais dès lors qu'on met le mot islam ou musulman, c'est la rupture. C'est la rupture cognitive. Et là, je me suis dit, ce pays n'est pas un pays laïque, c'est en train de devenir un pays anti-musulman. Vous savez, quand vous avez un rouleau compresseur avec autant de force, autant de violence qui commence à se dérouler sous vos yeux, vous allez forcément être laminé. Et c'est ce qui m'est arrivé dans les années qui ont suivi jusqu'à, il y a quelques jours,
Et vous avez vu que j'ai été à nouveau condamné par la justice française à cause d'un dossier monté de toutes pièces par le général Denis Favier. Est-ce que c'est ce qui vous a poussé à partir en Algérie, à vous dire, bah, finalement, il y a des choses à faire là-bas, c'est mon pays d'origine, ce sont mes racines, peut-être, et bah, je vais tenter quelque chose et je vais tenter de me présenter à l'élection présidentielle, tenter de faire faire évoluer le pays. Je sais pas avec quel état d'esprit vous êtes parti, mais est-ce que ce sont pour ces raisons-là? Il y a eu deux raisons. La première raison, c'est la loi sur le voile intégral de 2010. Ça, c'est la première raison. Mais c'était pas assez mûr. La deuxième raison, et qui est la plus importante, c'est que mon père, avant de mourir en juin 2011, m'a fait promettre d'essayer de faire quelque chose pour l'Algérie. Justement parce que lui-même, quand il était jeune, s'était engagé contre le colonialisme français en Algérie. Et c'est vrai qu'à l'époque, j'étais pas, entre guillemets, branché Algérie. J'allais en Algérie pour les vacances, pour aller voir ma famille, pour visiter le pays, mais de là m'engager à fond, c'était pas d'actualité. Donc, le vrai déclic, en plus de la loi sur le voile intégral de 2010, c'était vraiment la promesse et l'engagement que j'ai dû faire, un engagement moral que j'ai dû faire à mon père 6 mois avant qu'il décède. Et c'est ce qui a fait qu'ensuite, j'ai écrit au président de la République française, Monsieur François Hollande, pour lui demander d'abandonner, d'être déchu de ma nationalité française, car en Algérie, pour être candidat aux élections présidentielles, il faut avoir une seule nationalité, et c'est ce que j'ai fait. Sans bien sûr me dire que ça allait marcher, car vous savez, à l'époque j'avais 41 ans, en Algérie personne ne me connaissait, je dis bien personne, la langue arabe je la connaissais, de façon très rudimentaire. Je connaissais un tout petit peu le dialectal, mais c'était vraiment très léger. Je ne maîtrise pas l'arabe comme je maîtrise la langue de Molière, mais je me suis dit, au nom du Père, je vais y aller et on verra. Donc voilà, il y a eu deux raisons. La loi sur le voile intégral et l'engagement que j'ai dû prendre auprès de mon défunt papa. Et donc, vous allez tenter de vous présenter alors en 2013, une première fois. Vous n'avez pas suffisamment de parrainage, c'est ça, la première fois? Non, j'ai eu les parrainages. C'est que mon frère, qui conduisait la voiture où il y avait les 62 000 signatures, parce qu'il fallait avoir 62 000 signatures de citoyens pour être candidat à la candidature aux élections présidentielles, a fait l'objet d'un kidnapping, déjà à l'époque. Et c'était le dernier jour pour déposer les signatures au Conseil constitutionnel, alors qu'on était entrés ensemble au Conseil constitutionnel. Alors à l'époque, les médias algériens avaient dit « Mais non, Rachid a imaginé un scénario ». Au final, il n'avait pas les signatures. Mais 5 ans après, en 2019, quand il y a eu un engouement extraordinaire autour de ma candidature aux élections présidentielles, donc qui était prévue pour avril 2019, là, on avait dépassé largement les signatures, mais le pouvoir en place de l'époque avait décidé d'annuler les élections pour nous empêcher de gagner cette élection. Et puis aussi, le gouvernement a modifié les conditions d'éligibilité. En 2016, tout à fait. C'était 3 ans avant. C'était 3 ans avant, et du coup, en 2019, vous avez présenté quelqu'un d'autre à votre place. J'ai présenté un plan B, tout à fait. C'est ce que j'ai fait ensuite en 2024 au Sénégal, pareil. Les Algériens à l'époque n'avaient pas assez compris ma stratégie. Vous savez, moi, je suis entrepreneur dans l'âme. Quand je vois qu'une route est fermée, j'essaie de trouver une solution. Je me dis pas, aïe, j'abandonne, je fais autre chose. Non. C'est un engagement que j'ai pris auprès de mon papa, d'essayer de faire quelque chose pour l'Algérie. Quels que soient les obstacles que je devais rencontrer, il fallait que j'essaie de trouver une solution. Certains Algériens n'ont pas compris mon état d'esprit. Vous savez, quand je dors, avant de m'endormir, je pense toutes les nuits à mon papa. Et je me dis, est-ce que j'ai été à la hauteur de cette promesse qu'il m'a fait faire? Et au nom de cette promesse, il faut que je trouve une solution, quelle que soit la difficulté, même quand j'étais en prison ensuite en Algérie. Et c'est vrai que l'ancien Premier ministre algérien, qui s'appelle Ahmedou Yahya, avait modifié en février 2016 la Constitution pour m'empêcher d'être candidat aux élections présidentielles. Car le hasard de la vie a voulu
qu'en quelques mois à peine, je suis devenu l'homme politique le plus populaire d'Algérie. Car vous savez, je suis pas quelqu'un qui, comme diraient les jeunes, qui se la raconte. Je suis très modeste, très humble. Et j'ai fait le tour d'Algérie à pied. J'ai marché 3124 kilomètres à pied en Algérie. D'est en ouest, du nord au sud, dans le désert. J'ai fait une longue marche de Tizi Ouzou en Kabylie dans le nord jusque en plein cœur du désert à Ain Salah. C'était en mars-avril 2015. C'est 1255 kilomètres à pied contre le gaz de schiste, par exemple, et contre la corruption. Bref. Je suis devenu très populaire grâce à cette façon, on va dire, iconoclaste de faire de la politique, car en Algérie, ils sont assez classiques dans la façon dont ils pratiquent la politique. Ils adorent mettre des costumes, cravates, ne pas bouger d'Alger. Ils sont aussi d'un certain âge aussi, non ? Oui, on peut le dire. Bon, on peut le dire. On est en France. Oui, on peut le dire. On peut le dire. Oui, à l'époque. Oui, surtout qu'à l'époque, quand j'ai décidé de m'engager dans la scène politique algérienne, le président algérien était devenu très malade déjà. À partir de 2012, il était invisible. Il était politiquement mort, à vrai dire. Et c'est vrai que Abdelaziz Bouteflika. Exactement, feu Abdelaziz Bouteflika. Et donc les Algériens, surtout les jeunes, étaient contents de voir quelqu'un qui vient d'ailleurs, avec un esprit moderne, un esprit jeune. Surtout que moi, je leur ai dit, je suis pas là pour voler, ne vous inquiétez pas. J'ai assez d'argent pour vivre sans travail pendant le reste de ma vie. D'ailleurs, j'avais dit que si je gagnais les élections présidentielles, je prendrais simplement un dinar symbolique. Bref, les jeunes m'ont fait confiance. Et le pouvoir en place a eu très peur. C'est la raison pour laquelle il a décidé de modifier la Constitution en février 2016. Et ensuite d'annuler, c'est le général Gaïd Salah qui annule le scrutin en avril. Tout à fait, feu Gaïd Salah, tout à fait. En 2019, le 4 décembre 2019, vous êtes arrêté, vous êtes incarcéré, et quelques jours après, Abdelmadjid Tebboune devient président de la République algérienne. Et 11 jours après, feu Gaïd Salah, l'ancien ministre délégué à la défense algérienne, mourait à son tour. Mais j'aimerais dire quelque chose au sujet du comportement de l'armée algérienne. Alors pourquoi j'ai été arrêté ? J'ai été arrêté parce que j'avais prévu, ce 4 décembre 2019, de porter plainte contre le ministre délégué à la défense algérienne. Pourquoi ? Car on était en plein mouvement du Hirak. Donc la révolte silencieuse, ou du sourire, comme on dit en Algérie. Et c'était le printemps arabe un peu, c'est ce qu'on printemps algérien, voilà. Et nous, c'est ce qu'on a appelé ici le printemps arabe, c'est ça qui a eu lieu en Tunisie et qu'on pensait qu'il allait se propager en Algérie. Voilà. Alors, en Algérie, on ne dit pas printemps arabe, on dit le printemps algérien, car l'identité algérienne est une identité berbère, amazigh, musulmane et arabe. Donc il y a une triple identité, d'ailleurs on pourra peut-être en parler tout à l'heure. Donc le général Gaïd Salah avait interdit aux Algériens des 47 wilayas, c'est-à-dire des 47 départements algériens autres que d'Alger, de venir les vendredis manifester pacifiquement à Alger, sous peine d'avoir une amende. Alors vous connaissez comment je fonctionne. Dès que j'entends le mot amende, je sors le carnet de chèques. Et moi, j'ai fait une déclaration pour dire que non seulement j'allais payer toutes les amendes des Algériens qui venaient des 47 wilayas du pays, mais qu'en plus, j'allais porter plainte contre le général Gaïd Salah, car c'était une violation de l'article 49 de la Constitution algérienne. Il n'a pas à interdire un citoyen de circuler librement sur le territoire national. Et le général Gaïd Salah l'a très mal pris. Mais même s'il était en colère, il m'a fait appeler, à l'époque j'étais à Hong Kong, parce que je participais aux manifestations de parapluie, c'était à Hong Kong contre le régime de Pékin, et cette personne donc qui représentait le général Gaïd Salah m'a dit je t'adresse un message, je te transmets un message du général Gaïd Salah, si tu viens en Algérie, tu seras emprisonné. Alors je lui ai dit, merci beaucoup de m'avoir prévenu, mais je n'ai pas fait une promesse à mon papa pour passer le reste de ma vie comme un fugitif. Donc, je vais bien me rendre le 4 décembre à Alger et je porterai plainte avec mon avocat maître Abdelkader Chouhra contre le général Gaïd Salah pour violation de l'article 49 de la Constitution algérienne. Et c'est ce qui s'est passé. Le 4 décembre, j'ai pris un vol donc d'Alicante à Alger et à 7 heures du matin, il y a 20 officiers des services secrets algériens qui m'ont arrêté et cet épisode a duré 4 ans. Pendant 4 années, j'étais emprisonné et placé en jusqu'en janvier 2023. Absolument. Et alors, la presse algérienne parle de 4 chefs d'inculpation. Quels sont-ils Alors, vous savez, en Algérie, il faut que vous sachiez que le président ne gouverne pas tout seul.
je n'ai jamais eu de problème avec le président actuel, Monsieur Abdelmajid Tebboune. Pourquoi? Car avant d'être élu président de la République en décembre 2019, il était chef du gouvernement pendant 3 mois, entre mai et août 2017. Et à ce moment-là, je l'avais soutenu. Pourquoi je l'avais soutenu? Car il s'était engagé à lutter contre la corruption. Alors moi qui avais organisé 156 manifestations anticorruption contre ces dignitaires algériens qui avaient dilapidé l'argent du pétrole et du gaz algérien, évidemment j'étais très heureux de voir qu'un chef du gouvernement avait fait de la lutte contre la corruption son cheval de bataille. Donc alors, en 2019, il devient président, mais il n'a pas tous les pouvoirs. Il fallait qu'il compose avec notamment les services secrets algériens et avec l'armée algérienne. Et il faut savoir qu'en Algérie, il y a à peu près 5% des services secrets algériens qui préfèrent la France à l'Algérie. Et ces services secrets étaient contre ma présence en Algérie. Et ont tout fait pour me neutraliser. Et ces services secrets avaient préféré l'ancien chef du gouvernement qui s'appelle Ahmed Ouiahia, celui-là même qui avait modifié la Constitution en février 2016 pour empêcher que je sois candidat. C'est marrant que vous parliez de ça parce que j'écoutais une vidéo d'un journaliste que vous connaissez sans doute, c'est, si je me trompe pas de nom, Abdou Semar. Oui, bien sûr. Vous le connaissez bien. Oui, évidemment. Il est très connu en Algérie, normalement. Et en France aussi. Et en France, oui, parce que maintenant il est en France et qu'il fait des vidéos. Et justement, il disait que il fallait absolument que ce soit donc Abdelmajid Tebboune qui passe, qui devienne président de l'Algérie face à cet autre homme. Donc, ce que vous êtes en train de dire, finalement, ça confirme un peu ces propos, qu'il y a une guerre de clans, une guerre de généraux aussi. Pas forcément généraux. Vous savez, l'Algérie, c'est comme la France, c'est comme les États-Unis. Regardez, la France, il y a le président Macron, mais il y a Bruno Retailleau. C'est pas la même tendance. En Algérie, c'est quand même un petit peu différent parce qu'on parle d'élections, par exemple, mais on sait bien que les élections n'existent pas. Le vrai scrutin n'existe pas forcément. Quand on voit un président gagner un scrutin avec plus de 80-90% des votes, c'est un peu... Alors, l'Algérie, c'est un cas particulier. Le président peut très bien avoir 80% de l'électorat. Pour une raison simple, c'est que la majorité du peuple algérien ne vote pas. Donc il n'y a que ses soutiens qui votent. Car il faut que vous sachiez que depuis... Les soutiens et les urnes aussi qui sont... Ils n'ont même pas besoin de faire ça. Non, je vais vous dire pourquoi. Ils n'ont même pas besoin de faire ça. Car en Algérie, il y a une très ancienne culture du boycott des élections. Car il y a une absence de confiance dans les élections. Donc au final, ce sont les bénéficiaires du système qui votent, ou alors les partis classiques, par exemple en Algérie le FLN, le Front de Libération Nationale, ou des organisations puissantes d'anciens moudjahid, ou les enfants d'anciens moudjahid, c'est-à-dire les anciens militants contre le colonialisme français. Donc il n'y a pas forcément de trucage d'élections, mais il y a un désaveu du processus électoral. Je vous donne mon exemple. En décembre 2019, j'avais appelé au boycott des élections. Car à l'époque, je craignais que le candidat des services secrets algériens devienne président de la République. Et ce candidat des services secrets algériens était l'ami de Ahmed Ouiahia, l'ancien chef du gouvernement, qui avait modifié la Constitution pour que je ne sois pas candidat. Donc, je n'avais absolument aucun intérêt à ce que ce monsieur devienne président. Ça voudrait dire que jamais je n'aurais la possibilité de me présenter à une quelconque élection. Car je n'ai pas été simplement privé de candidature aux élections présidentielles, mais ils ne m'ont même pas autorisé à être candidat à une élection locale, c'est-à-dire mairie, ni pour être député. Donc, c'était vraiment une volonté totale de l'ancien régime Bouteflika de faire en sorte que je sois candidat à une quelconque élection. Donc, pour revenir au cas d'inculpation dont vous m'avez parlé, alors vous savez, en Algérie, c'est facile. Hein. Quand on veut tuer un chien, on dit qu'il a la rage. C'est très facile. Première chose, on m'a dit que j'avais appelé au boycott des élections, ce qui est vrai. Deuxième raison, ils ont dit que j'avais appelé une manifestation armée, ce qui est faux. Je vais vous dire pourquoi. J'ai fait une vidéo à un moment donné. C'était la veille du vote d'une loi sur les hydrocarbures. C'était une loi qui favorisait des grandes multinationales comme Total, par exemple, qui aujourd'hui bénéficient dans le cadre de 2 contrats, de 2 renouvellements de contrats, de 25 ans de gaz gratuit sur le site gazier de TFT et de 25 ans de pétrole gratuit sur le site pétrolier de Hassi Balakim. Donc cette loi a été votée en novembre 2019 et j'avais dit que si
on vendait une goutte d'eau ou une goutte de gaz ou une goutte de pétrole à ces multinationales, j'ai dit que c'était légitime d'utiliser la violence. J'avais dit le Kalachnikov. En gros, c'était pour provoquer. Mais le Kalachnikov, c'était quoi? C'était le bulletin de vote. Mais vous savez, je suis philosophe et historien de formation. Mais je continue. Mais à la fin de la vidéo, j'ai dit, mais demain, je vous demande de manifester pacifiquement, démocratiquement, légalement et de façon civilisée. Et cette dernière phrase de la vidéo, elle a été supprimée. Et d'ailleurs, lorsque le lendemain j'avais été convoqué par la police, dans le procès verbal, cette phrase figure bien dans le procès verbal. Mais le DRS, c'est-à-dire cette partie des services secrets qui voulait absolument me neutraliser, ont fait disparaître ces procès verbaux. Et le procureur général d'Alger a refusé de donner une copie de ce procès verbal à mes avocats de façon à me discréditer. Mais heureusement que le président de la République, M. Abdelmajid Tebboune, a fait son enquête et lorsqu'il s'est rendu compte que ces procès-verbaux ont disparu, il a décidé de me faire libérer immédiatement sur le champ. C'était le 19 février 2021. Mais ça a duré tout de même. En Algérie, votre incarcération. Vous savez, par rapport à mes incarcérations, c'est très léger par rapport à Mandela qui est resté 27 ans ou par rapport à Georges Ibrahim Abdallah qui est en prison en France depuis plus de 40 ans. Vous savez, en Algérie, ou dans d'autres pays, regardez Snowden, regardez Julian Assange, même dans les pays occidentaux, lorsque vous dérangez des intérêts, il faut vous attendre à passer par la case prison. Ça, je l'ai accepté. Vous savez, mon papa m'avait dit, l'Algérie, c'est pas une partie de plaisir, mais au moins, tu pourrais être fier de ce que tu feras. Il y a quelques mois, Boualem Sansal, franco-algérien et algéro-français, a été incarcéré à sa descente d'avion. C'est ce qui vous était arrivé d'ailleurs, c'est ce qui vous est arrivé oui, le 4 décembre 2019. Alors lui, c'est le 16 novembre 2024. Il a été arrêté à sa descente d'avion. Depuis, il est incarcéré. Alors pour quelles raisons? Il a été condamné d'ailleurs, tout récemment, il a été condamné à 5 ans de prison, à une amende de 500 000 dinars, c'est l'équivalent de 3 500 € à peu près. Hein. Sur le change officiel. Oui. Voilà, donc il a été condamné par le tribunal correctionnel de Dar el Beida, là, au mois de mars, là, 2025. Qu'est-ce qui lui est reproché par l'Algérie? Est-ce que c'est sa prise de position sur le Sahara occidental? Est-ce que c'est peut-être ses accointances à supposer avec Israël, ou bien ce serait les deux, ou autre chose? Et puis vous parliez de libération des prisonniers. Est-ce que vous seriez pour sa libération et pour qu'il rentre en France? Alors, première chose, il n'est pas en prison. Il est ce qu'on appelle dans la section pénitentiaire de l'hôpital Mustapha Bacha à Alger. C'est le plus grand hôpital d'Algérie. Et le responsable du service, on va dire, médico-légal de cet hôpital s'appelle le professeur Rachid Belhaj, que je connais très bien car j'ai bénéficié de sa clémence. Il a participé à ma libération. Donc c'est un homme très humain. C'est un homme qui ne prendra jamais le risque de mettre Boualem Sansal dans une prison. Pour une raison simple. Si Boualem Sansal aujourd'hui était dans une prison, vous pouvez être sûr que je lui donne 5 minutes de vie dans une prison. Car aux yeux du peuple algérien, c'est un traître. Première chose. Pourquoi c'est un traître aux yeux du peuple algérien? Car il a remis en question l'intégrité territoriale du pays. Il a dit que la moitié ouest de l'Algérie était dans un passé récent ou plus ou moins récent, marocaine. Il a juste oublié de dire que le fondateur de l'empire almohade au XIIe siècle était un Algérien né dans une ville algérienne qui s'appelle Nadroma, et il était le calife de toute l'Afrique du Nord et le commandeur des croyants de toute l'Afrique du Nord, y compris de l'Andalousie espagnole. Les Algériens reprochent à cet auteur algéro-français qui était pendant des années directeur central du ministère de l'Industrie en Algérie. Je ne sais pas si vous imaginez. Ce monsieur-là, avant d'être auteur à partir de 99, était un fonctionnaire, un haut fonctionnaire du gouvernement algérien. Et d'ailleurs, depuis une quinzaine d'années, il perçoit une retraite de l'État algérien. Ce que les Algériens ne comprennent pas et n'acceptent pas, c'est comment un homme qui a occupé d'importantes fonctions au sein du gouvernement algérien a-t-il pu remettre en question l'unité territoriale de l'Algérie en disant que la moitié ouest de l'Algérie était marocaine dans un passé récent. Ça, c'est scandaleux.
Mais vraiment scandaleux. Et je partage ce sentiment du peuple algérien, car c'est une méconnaissance manifeste de l'histoire de l'Afrique du Nord. C'est une erreur. Est-ce pour autant une raison pour l'incarcérer? Ce n'est pas à moi d'en juger, c'est la justice algérienne de le faire. Mais à partir du moment où moi-même j'ai été condamné à 6 années et demie de prison, c'est tout à fait normal que lui-même, en tant que personnage public, soit aussi incarcéré. Ça fait partie du jeu, vous savez. Je sais pas si ça fait partie du jeu, mais en tout cas, c'est mon point de vue. Oui, et ça vous appartient effectivement. Mais on reviendra sur cette histoire de Sahara occidental et notamment sur Abdelmoumen, qui parce que vous avez fait une vidéo il y a pas très longtemps, vous vous êtes rendu à Marrakech. Vous avez bien suivi à ce que je vois. Hein. Mais c'est mon métier. Non, mais chapeau. C'est la première fois où j'ai des questions aussi précises. Mais c'est mon métier en même temps. Et sinon, ce serait pas transcendant, non? Je sais pas. Après, je ne sais pas ce qu'en pensent les spectateurs. Respect. Voilà. Mais on en parlera. Vraiment, on en parlera. Et effectivement, on essaiera peut-être d'arrondir les angles, en tout cas, sur les tensions qu'il y a entre Marocains et Algériens, qui, à mon sens, n'ont pas lieu d'exister. Mais on va y revenir, vraiment. Autre question concernant Boualem Sansal, parce que là, vous avez parlé de sa prise de position donc sur le Sahara occidental. Non, sur la moitié ouest du territoire algérien. Oui. Alors, j'ai pas encore parlé de Sahara. Pardon. Là, je vous en prie. Non, allez-y. Non, mais continuez alors. Ah, très bien. Ok, très bien. Parce que ma question, c'était sur autre chose. Très bien. Alors, autre information, Boualem Sansal n'est français que depuis quelques mois. Et vous avez vu le tsunami médiatique, politique, diplomatique, intellectuel qu'il y a autour de sa demande de libération. Moi, je suis né en France. J'ai été pendant 40 ans français. Il n'y a pas un seul journaliste, pas un seul homme politique, pas un seul diplomate, pas un seul juriste qui a demandé ma libération. Il y a des questions à se poser quand même. Donc, est-ce qu'on défend l'écrivain? Moi aussi, je suis écrivain, vous avez vu. Là, je vous ai apporté 2 livres, mais j'en ai 6. L'écrivain Rachid Nekaz, personne n'a demandé sa libération. L'écrivain Boualem Sansal, tout le monde demande sa libération. Alors, on défend qui? Un écrivain? Un Français? C'est vrai que je ne suis plus français. Il faut s'interroger sur les véritables motivations de cette intelligentsia française qui a, à mon sens, instrumentalisé le cas de cet Algéro-français pour essayer de faire pression sur l'Algérie pour peut-être obtenir d'autres choses. Des contrats ou je ne sais quoi. Ou un nouveau partenariat qui ne serait pas forcément dans l'intérêt de l'État algérien ou du peuple algérien. En tout cas, l'Algérie ne semble pas céder sur ce point-là. Alors, la justice française, pas l'Algérie. Vous savez, aujourd'hui, il y a une procédure judiciaire qui... Boualem Sansal est incarcéré en Algérie, donc c'est la justice. C'est la justice algérienne. Oui, c'est une institution. Il faut distinguer les choses. Cette même institution m'a fait condamner à 6 années et demie de prison. Personne n'a rien dit. Donc, si cet auteur algéro-français, ancien fonctionnaire du gouvernement algérien et actuel retraité de l'État algérien, a été condamné par la justice algérienne, il faut respecter la justice algérienne. Et en plus, il a décidé de faire appel. Donc, ça veut bien dire qu'il respecte la justice algérienne. Moi, j'ai jamais fait appel, vous savez. Pour quelle raison, à votre avis, est-il parti en... Ça, c'est une question que je me suis posée, sachant les risques qu'il encourait, parce que je pense qu'il le savait, il était conscient de ça. Pour quelle raison est-il parti en Algérie? Alors, je connais pas les raisons. Je peux simplement supputer. Vous savez, ce monsieur a cru que parce qu'il venait d'obtenir la nationalité française, il pouvait rentrer à la maison, parce qu'il habite à côté d'Alger, qu'il n'allait pas avoir de problème. D'ailleurs, il a raconté que l'Algérie n'allait jamais l'incarcérer. Il n'a pas compris que l'ère Bouteflika et l'ère Tebboune, c'est pas la même chose. Vous savez, le président actuel, c'est un homme qui va pas se laisser imposer des décisions parce qu'on va mettre en place une campagne de presse à l'étranger ou que des organisations internationales vont commencer à faire pression sur l'Algérie. Lui, il est droit dans ses bottes. Hein. Plus vous faites pression sur lui, moins vous obtenez quelque chose. Le problème qu'il a, c'est que cet auteur a rencontré un ancien ambassadeur qui passe ses journées à dénigrer l'Algérie et qui s'appelle Xavier Driancourt. Il est en contact avec le ministre de l'Intérieur, M. Bruno Retailleau, et vous savez que Bruno Retailleau n'est pas très amoureux de l'Algérie. Vous savez, Bruno Retailleau, c'est un enfant du génocide chouan.
Je vous rappelle que les Chouans étaient des catholiques, royalistes, et que la République qu'il sert aujourd'hui a massacré 200 000 de ses ancêtres entre 1793 et 1795. Donc ce Bruno Retailleau, cet enfant du génocide chouan, était en contact avec cet auteur algéro-français. Vous savez, en Algérie, on n'aime pas trop le mélange des genres. Donc la justice a décidé de poursuivre en justice, de le condamner, mais je retiens qu'il a fait appel. Donc ça veut bien dire qu'il fait confiance à la justice algérienne. Moi, j'ai pas fait appel. Pourquoi j'ai pas fait appel? Car je savais que une partie de la justice était instrumentalisée par ces 5% des services secrets algériens qui préfèrent la France à l'Algérie. Et je savais qu'en ne faisant pas appel, le dossier pouvait revenir sur le bureau du président de la République. Et moi, j'ai pas de problème avec le président Abdelmadjid Tebboune. Je l'ai toujours soutenu son action contre la corruption depuis mai 2017. Et j'ai pas eu tort, la preuve. Le fait de ne pas avoir fait appel m'a permis d'être libéré. Mais cet auteur algéro-français, lui, il n'a pas confiance au président de la République algérien. Il préfère faire confiance à la justice algérienne. C'est son choix. Donc ensuite, ça sert à rien de faire pression sur le président algérien, parce que le président algérien ne peut pas le libérer. Dès lors que vous faites appel, le président algérien n'a pas la main sur le dossier. C'est ce que les Français ou l'intelligentsia française ne semblent pas comprendre. Ça ne sert à rien de faire pression sur le président algérien ou sur l'Algérie dès lors que cet auteur algéro-français a décidé de faire appel. Donc la procédure doit suivre son cours. Est-ce que vous pensez que cet événement a jeté un peu le feu aux poudres entre les relations franco-algériennes qui étaient somme toute, on va dire, cordiales, mais là, elles se sont véritablement dégradées, ou ça a toujours été un peu le jeu entre la France et l'Algérie du « je t'aime, moi non plus ». Depuis le 16 novembre, c'est pas cordial. C'est une crise sérieuse. Cette crise avait déjà commencé le 30 juillet 2024, lorsque le président de la République française, Emmanuel Macron, avait décidé de reconnaître de façon unilatérale, en dehors du cadre de l'ONU, la marocanité du Sahara occidental. Donc c'était le début de la crise. Mais le 16 novembre, donc date de l'arrestation de cet auteur algéro-français à l'aéroport d'Alger, il y a une armada qui a été mise en place. C'est vraiment une armada. On pourrait la comparer à l'armada de 1571 avec la bataille de Lépante, contre l'Algérie. Donc on sent qu'il y avait une préparation. Car tout le monde était sur le pied de guerre. Tout le monde. Les journalistes, les hommes politiques, les diplomates, les juristes, même l'ancien juge antiterroriste Mark Trevidic a déclaré sur la chaîne publique Sénat qu'il serait heureux s'il y avait un renversement de régime en Algérie. On a vu l'enfant de l'ancien président Sarkozy dire que s'il était aux manettes, il brûlerait l'ambassade d'Algérie en France. Bref, on sentait bien que l'establishment français n'attendait que cette occasion. Et je compare cette arrestation du 16 novembre 2024 à comment on appelle ça, le coup d'éventail de 1827 qui a été le déclencheur d'Alger, voilà. Et oui, de la colonisation algérienne de 1830. C'est la même chose. Je considère que cette affaire de l'arrestation de cet auteur algéro-français est à comparer avec le coup d'éventail de 1827, du dé d'Alger contre le consul de France à Alger. Donc il y a une volonté d'en découdre avec l'Algérie. Et on voit bien, tous les jours, il y a des articles contre l'Algérie, des émissions de télé, des émissions de radio. On a l'impression que c'est la nouvelle bataille d'Alger. Mais l'Algérie aussi ne fait rien pour calmer le jeu, si je puis dire. Si je peux être l'avocate du diable, non? Qu'est-ce qu'il faudrait qu'elle fasse, l'Algérie? Alors, par exemple, dans le cas, Bruno Retailleau, qui là, en ce moment, est vraiment... Alors, il assume toute responsabilité. Le ministère, d'ailleurs, a fait un communiqué en disant qu'il assumait toute responsabilité et que Emmanuel Macron n'était pas forcément responsable de ce que disait son ministre de l'Intérieur. Je vais vous lire, je l'ai noté. Regardez ce que dit le ministère de l'Intérieur français. Je cite, Bruno Retailleau porte la responsabilité entière de la tournure que prennent les relations entre l'Algérie et la France au moment où celle-ci venait d'entamer une phase de décrispation à la faveur de l'entretien téléphonique entre les présidents algériens et français. Donc comme ça, c'est clair.
Je peux vous répondre? Oui, allez-y. Bruno Retailleau, il est ministre de l'Intérieur, mais des Affaires étrangères. Il est ministre de l'Intérieur. Mais alors, il n'a pas son mot à dire alors, dans il a les son mot à dire, relations alors, de la France avec en ce qui concerne les OQTF. En ce qui concerne les OQTF, par exemple. Ça s'arrête à l'aéroport. Alors pourquoi l'Algérie renvoie systématiquement Non, mais permettez-moi de vous répondre très précisément là-dessus. La mission régalienne du ministre de l'Intérieur et ministre d'État, M. Bruno Retailleau, s'arrête à l'aéroport. Il n'a pas à négocier ou à interférer dans les relations entre la France et l'Algérie. En France, il y a un ministre des Affaires étrangères qui s'appelle Jean-Noël Barrot, et c'est son domaine de compétence régalien. Donc, sa déclaration qu'il vient de faire n'a qu'un usage interne, car il est candidat à la présidence du parti Les Républicains. Donc, ce qu'il dit, à vrai dire, n'a aucune incidence sur la politique étrangère de la France, notamment à l'égard de l'Algérie, qui est le domaine réservé du président de la République et de son ministre des Affaires étrangères, c'est-à-dire M. Jean-Noël Barrot. Donc, je crois que le ministre de l'Intérieur, M. Bruno Retailleau, s'accorde un pouvoir qu'il n'a pas. C'est la raison pour laquelle la sémantique est très importante. Monsieur Bruno Retailleau a simplement fait un communiqué qui n'engage que lui. Alors, concernant Jean-Noël Barrot, puisque vous en parlez, tout récemment, il y a eu une réunion au sein du Conseil national des Nations Unies. Il y a eu une petite réunion entre plusieurs ministres, et il y a donc un permanent, un représentant permanent de l'Algérie qui s'appelle Ammar Benjama. C'est l'ambassadeur. C'est l'ambassadeur qui commence un discours. Donc, on parle, je crois, les discussions tournées autour du conflit israélo-palestinien. Et Jean-Noël Barrot préside cette réunion, donc ministre. Il la préside parce que la France est présidente du Conseil de sécurité des Nations Unies pendant tout le mois. Merci. Je vous en prie. Et donc, il commence un discours en langue française, et puis, d'un coup, il enchaîne en anglais. Et là, alors vous avez certainement dû voir toutes les images de Jean-Noël Barrot. On voit sa réaction, il est crispé. À un moment donné, il est vraiment pas content. On sent quand même de l'énervement, de l'agacement. C'est quand même une provocation de la part de Monsieur Benjama, non? Vous connaissez les Nations Unies. Il y a des langues officielles. Il y a l'anglais, il y a le français, il y a l'espagnol, il y a l'arabe. L'arabe est une langue officielle au même titre que l'anglais. Donc aux Nations Unies, on peut s'exprimer dans les différentes langues. Il y a des interprètes qui font de la traduction simultanée. Donc Monsieur Jean-Noël Barrot n'a pas à se crisper parce que l'ambassadeur d'Algérie, représentant de l'Algérie aux Nations Unies, a décidé de s'exprimer en anglais. Il faut savoir que l'Algérie a décidé de faire de l'anglais sa première langue étrangère dans le système éducatif algérien. C'est ce que j'ai proposé moi aussi depuis 2014. Il n'a pas à s'énerver. La France est devenue une langue mineure sur l'échiquier international. Je vous rappelle qu'à peine 3% des études, notamment dans le domaine de la recherche, sont rédigées en français, alors que la quasi-totalité des recherches dans le monde entier se fait en langue anglaise. Donc c'est tout à fait normal. Et il y a un précédent, à vrai dire, dans cette attitude algérienne. En 1974, à l'Assemblée générale des Nations Unies, le président algérien de l'époque, Feu Ouali Boumediene, s'était exprimé en arabe. Et personne ne s'y attendait. Tout le monde pensait qu'il allait s'exprimer en français. Mais Dieu merci, il y a des casques avec des traductions simultanées, et ça s'est très bien passé. Donc je pense que cet esprit colonial, qui est toujours vivant dans l'État français. Vous vous souvenez, j'ai fait la différence entre République française et État français. La France a toujours l'impression d'être la puissance tutélaire, la puissance coloniale à l'égard de l'Algérie, et elle n'a toujours pas accepté que l'Algérie ait un drapeau et soit souveraine. C'est dommage, car c'est ce qui empêche d'avoir des relations sereines entre Paris et Alger. Peut-être que ce qui a peut-être perturbé Jean-Noël Barrot, encore une fois, peut-être que c'est Monsieur Benjama. Monsieur Benjama a peut-être l'habitude de s'exprimer en français, et puis là, d'avoir finalement pris en cours de route la langue anglaise, c'est peut-être ce qui l'a le plus interpellé. Et peut-être il y a peut-être aussi eu un agacement, je ne sais pas. En tout cas, on le voit vraiment pas très content. On le voit.
Notre ambassadeur s'exprime aussi bien en arabe qu'en français qu'en anglais. Vous savez, à l'ONU, il faut mieux vaut savoir parler anglais, car la plupart des ambassadeurs parlent anglais. Donc je pense que Monsieur Jean-Noël Barrot n'a pas l'habitude de s'exprimer en anglais, n'a pas l'habitude d'aller à l'ONU, alors que notre ambassadeur vit à New York. Vit à l'ONU, donc c'est normal de parler anglais à l'ONU. J'en reviens d'ailleurs, j'étais à New York et d'ailleurs j'ai rencontré des diplomates étrangers pour parler du Sahara occidental, donc tout le monde parle anglais à New York. Alors quand vous dites que l'État algérien veut mettre en place comme première langue étrangère l'anglais, jusqu'à présent les Algériens sont, pour la majorité quand même, ils sont à la fois arabophones, berbérophones pour certains, et aussi francophones. Est-ce que très peu de francophones, hein. Depuis la politique d'arabisation qui a été initiée à la fin des années 70, la part des francophones... Dans les grandes villes, on retrouve quand même des Algériens francophones. Oui, ils parlent si un peu français. Si vous allez en Kabylie, les gens sont quand même relativement francophones. Kabylie, c'est quelques wilayas sur 58. 90% des Algériens parlent arabe, et en Kabylie, ils parlent berbère et français. Mais dites-vous que le français... Alors, 30%, alors il y a 46 millions d'habitants en Algérie. 30% sont ce qu'on appelle des Amazirs. Oui, mais qui parlent à la fois berbère, français et arabe. Vous savez que les berbères sont très doués pour les langues. Par exemple, aux États-Unis, 90% des Algériens qui vivent aux États-Unis sont des berbères. Ce que je veux dire, c'est que cette politique d'arabisation a fait qu'aujourd'hui, c'est l'arabe qui est la langue dominante, en dehors bien sûr de la Kabylie qu'on vient de citer. Mais la langue française, c'est à peine 10% aujourd'hui. Et je le vois d'ailleurs. Quand je fais des vidéos en français, je touche simplement 10% des Algériens, alors que quand je parle en arabe dialectal, je touche 9 fois plus de personnes. Donc il suffit de voir les vidéos, vous allez voir que quand je parle en français, c'est 10%, quand je parle en arabe, c'est 9 fois plus. Donc c'est pas une réelle fracture d'engager l'anglais comme première langue étrangère, ce n'est pas une réelle fracture avec la France? Oui, bien sûr que si. Évidemment. Non, c'est incontestable. Mais le choix de faire de l'anglais la première langue étrangère, à mon sens, c'est un choix intelligent, car ça permettra aux Algériens d'être à l'aise partout dans le monde entier, de lire un journal dans le monde entier, de s'exprimer en anglais dans le monde entier. Je pense que ça va mieux préparer les futures générations à cette mondialisation. Car vous voyez bien que la francophonie est en retrait aujourd'hui. En dehors de l'Afrique, la francophonie est en retrait partout dans le monde entier. Même au Canada, la proportion des Canadiens qui parlent français diminue d'année en année. C'est vraiment le petit réduit québécois aujourd'hui. Mais ça ne veut pas dire qu'il faille supprimer immédiatement l'apprentissage de l'anglais. Moi, j'aurais préféré que cela se fasse de façon évolutive, sur une période de 10 années, le temps de former des enseignants à la langue anglaise, que des Algériens qui vivent à l'étranger, notamment dans les pays anglophones, puissent venir en Algérie, dispenser des cours d'anglais, développer l'enseignement à distance avec des universités étrangères. Voilà, j'aurais plutôt préféré une approche évolutive plutôt qu'une approche radicale. Mais vous connaissez le tempérament algérien. On n'aime pas faire les choses de façon évolutive. L'âme algérienne est une âme absolutiste. C'est une âme, j'aimerais dire, jacobine. Et on voit bien l'héritage de 132 ans de colonisation française. Pour rester sur les relations bilatérales entre la France et l'Algérie, jusqu'où, à votre avis, ira cette escalade ? Alors aujourd'hui, vous savez qu'il n'y a plus d'ambassadeur d'Algérie à Paris et il n'y a plus d'ambassadeur de France à Alger. C'est dangereux. Pour ma part, j'aurais préféré que l'Algérie nomme un nouvel ambassadeur en Algérie de façon à pouvoir orchestrer un front médiatique, un front juridique, un front diplomatique, un front intellectuel contre ces attaques quotidiennes dont notre pays fait l'objet, dont nos institutions font l'objet et dont notre diaspora fait l'objet. Aujourd'hui, nous n'avons personne pour défendre les Algériens en France. Bruno Retailleau, Xavier Driancourt, CNews passent leur temps à massacrer l'Algérie tous les jours. Et si on n'a pas des journalistes, des intellectuels, des jurys, des avocats qui défendent l'Algérie ou qui expliquent
ce qui se passe aujourd'hui, nous allons vers la rupture, c'est évident. Mais c'est difficile d'avoir une rupture lorsqu'on a 5 millions d'Algériens qui vivent en France. Donc il faut gérer cela. Car je ne souhaite pas que cette diaspora algérienne devienne l'otage de cette crise entre Alger et Paris. Donc moi, j'appellerais plutôt à l'apaisement. Mais pour qu'il y ait un apaisement, il faut qu'il y ait un partenariat d'égal à égal. Aujourd'hui, on voit bien que la France, en tout cas l'État français, a repris son costume colonial lorsqu'elle s'adresse à l'Algérie. Vous avez bien vu avec l'affaire de l'auteur algéro-français. La France exige sa libération. Est-ce que c'est pour cette raison que vous prenez la remigration, ce que vous appelez la remigration positive? Oui, bien sûr. Moi, je pense que ces 5 millions d'Algériens en France... Alors, ces 5 millions d'Algériens, c'est des Algériens qui sont à la fois français... Il y a de tout. Et c'est dans ça que vous comptez, les 5 millions? Je compte tous les Algériens. Je compte ceux qui ont la carte de séjour, ceux qui ont la double nationalité, les enfants de harki et les enfants de couple mixte. Je mets tout le monde. Je mets les 5 millions d'Algériens. Je pense que ces 5 millions d'Algériens seraient beaucoup plus utiles à l'Algérie qu'ici en France. Vous voyez bien que ces Algériens ne sont plus désirés. Regardez les je sais pas, il faudrait leur poser la question peut-être. Non, il suffit de lire les médias, il suffit de voir les déclarations de Bruno Retailleau. Il limite les naturalisations, il supprime des titres des séjours, il empêche le renouvellement de titres des séjours. Regardez-moi, ça fait 5 fois que je renouvelle mon récépissé de titres de séjour. À votre avis, ça veut dire quoi? Il faut décoder. L'État français ne veut plus de la présence des Algériens en France, c'est clair. Que vous soyez sans papier, que vous soyez titulaire d'un titre de séjour ou titulaire de la nationalité française, l'État français ne veut plus des Algériens en France. L'État français ne veut plus des musulmans en France. Il faut pas sortir de Saint-Cyr pour le décrypter. Je crois qu'aujourd'hui, nous assistons en France à ce qui s'est passé en Espagne au XVe siècle, c'est-à-dire une reconquista républicaine. Allons même jusqu'au bout, une reconquista chrétienne. La France veut retrouver son identité chrétienne. Et la présence de ces musulmans, de ces Algériens, empêche cette France de retrouver cette identité, ces 36 000 clochers. Vous connaissez la célèbre phrase du général de Gaulle, il ne veut pas que les colombés, les 2 églises deviennent les colombés des 2 mosquées. Nous en sommes là aujourd'hui. Alors moi, je peux le comprendre. Moi, cela ne me gêne pas du tout. C'est la raison pour laquelle je prône depuis 2022 la remigration positive, de façon à ce que cette riche communauté algérienne puisse participer à la consolidation de l'état de droit en Algérie, à la consolidation de l'état de la démocratie en Algérie et surtout permettre un développement économique algérien. Et ce que je propose pour les Algériens, je le propose aussi pour tous les Africains, car on ne peut pas accepter que la moitié des élites africaines chaque année quittent l'Afrique pour venir en France, en Europe ou en Amérique du Nord. L'Afrique ne se développera jamais si toute l'élite ou la moitié de leurs élites, de ces élites, quittent le continent. Je vous donne un chiffre. En Algérie, chaque année, 50% de chaque promotion de médecins quitte l'Algérie pour la France. Chaque année, 65% des informaticiens et des ingénieurs quittent l'Algérie pour la France, la Belgique ou le Canada. C'est pas acceptable. Donc, je veux mettre fin à cette hémorragie des élites algériennes ou des élites africaines, et c'est la raison pour laquelle je prône, je défends cette remigration positive qui aura une double conséquence. Première conséquence, permettre le développement de l'Algérie et de l'Afrique, et deuxième conséquence, mettre fin à cette pression migratoire qui fait qu'aujourd'hui, il y a des crispations de plus en plus importantes, notamment en France, avec l'instrumentalisation de la question de l'immigration et de la question de l'islam, et aujourd'hui la question de l'Algérie, avec ce que j'ai appelé tout à l'heure l'algérophobie grandissante. Je pense que ça sera bon à la fois pour la France et pour l'Afrique en général et pour l'Algérie en particulier. Alors vous évoquez ce que je vais appeler, et c'est pas moi qui l'appelle d'ailleurs, la fuite de cerveau. Si ces personnes-là quittent leur pays d'origine, c'est qu'elles ne s'y sentent pas bien. Donc, pas forcément. Comment demander à, par exemple, des Français d'origine algérienne, de 2e, voire 3e génération, de tout quitter ici et de partir tout reconstruire dans un pays qu'elles ne connaissent pas forcément. Ces personnes ne connaissent pas forcément ce pays d'origine. Alors, au début, moi, je pense à 300 à 500 000 cadres. Parce que pour accueillir 5 millions de personnes, il faut d'abord préparer le terrain.
préparer les infrastructures, les écoles, les cliniques, les hôpitaux, les logements, les centres de loisirs. Donc il faut préparer le terrain. On va préparer le terrain avec d'abord l'élite. C'est ce que j'appelle remigration positive. Dans un deuxième temps, il y aura la classe moyenne, et dans un troisième temps, il y aura ceux qui sont à Fresnes, la prison des Baumettes, etc. En gros, ceux qui posent problème à la société française. Mais pour que ça fonctionne, il faut renégocier les contrats de gaz et de pétrole, car il faut de l'argent pour mettre en place toutes ces infrastructures-là. Et quand on a des multinationales comme Total, qui par exemple sur 2 sites dont j'ai parlé tout à l'heure, 2 gisements, ont du pétrole gratuit pendant 25 ans, car Total a fait pression sur le gouvernement algérien pour obtenir la reconduction de ces contrats pendant 25 nouvelles années, évidemment on peut pas préparer le terrain. Donc si la France veut vraiment que ces Algériens, que ces Africains retournent dans leur continent, il faut accepter de lâcher du lest sur les contrats, notamment dans le gaz, dans le pétrole, dans l'uranium, dans le fer, dans le bauxite, etc. Alors maintenant, vous me parlez de ceux qui sont habitués au modèle français. Oui, bien sûr, c'est difficile de quitter la France quand on est confortablement installé. Mais tôt ou tard, ces Algériens, ces Africains vont être expulsés. Et je vous donne juste un exemple. Les Juifs de France, en 1940, la présence juive en France datait de plus de 1000 ans. Sur un simple décret du maréchal Pétain, qui est devenu chef de l'État à partir de juillet 1940, c'était les lois du 3 octobre 40. Sur un simple décret, il a dénaturalisé tous les Juifs de France. 76 000 Juifs de France ont été dénaturalisés et envoyés dans les camps de la mort, en Allemagne ou en Pologne. Donc oui, je veux bien que ces personnes-là aient l'impression que leur présence est éternelle en France. Rien n'est éternel. Regardez les Français qui étaient installés en Algérie. Ils étaient entre 800 000 et 1 million si on compte les Européens. Ils étaient restés 132 ans. En 4 mois, on est passé de 800 à 1 million à 15 000 personnes. Je suis historien de formation. Rien n'est éternel. De la même façon que les Juifs de France ont été dénaturalisés et envoyés dans les chambres à gaz, de la même façon aussi, les Pieds Noirs d'Algérie, après 132 ans de présence, sont retournés en France et en Espagne. Et je vous cite les Juifs et les musulmans d'Espagne. En 1492, 300 000 Juifs d'Espagne ont été expulsés vers l'Afrique du Nord et la Turquie. Et en 1609, 400 000 musulmans à la fois berbères et arabes ont été expulsés vers l'Afrique du Nord. Rien n'est éternel. Je vois bien que ça va mal se passer en France, en Europe. Regardez la puissance des partis d'extrême droite, que ce soit en France, en Autriche, en Allemagne, dans les pays scandinaves. Vous voyez bien que il y a une expulsion massive qui va être programmée dans les prochaines années. Il faut, encore une fois, il faut pas être aveugle. Donc ces Français qui, d'origine algérienne ou africaine, qui veulent rester en France, oui, tant que c'est possible pour eux de rester en France, ils n'ont qu'à y rester, mais un jour ou l'autre, ils vont être expulsés. Et ils le savent. Il suffit d'ouvrir un livre d'histoire pour savoir que rien n'est éternel en termes de présence dans un pays, surtout quand on a des origines étrangères. Alors en France, j'ai envie de vous dire que vous parlez de l'extrême droite. L'extrême droite n'est plus ce qu'elle était. On voit bien que c'est plus un leurre. D'ailleurs, moi souvent je dis qu'il y a plus il n'existe ni gauche ni droite parce qu'il y a plus vraiment de divergence politique, il y a plus de vrais partis politiques, tout a été déconstruit. Ensuite, il y a une politique qui est menée ici en France, c'est la politique de la migration. Donc, on amène les migrants, ça c'est aussi c'est voulu et c'est voulu de manière mondiale, si je puis dire, pour casser aussi l'identité. Donc, l'identité d'un pays, l'identité en l'occurrence là de la France, mais d'autres pays européens aussi. Donc c'est pour ça que moi pour l'instant, enfin vous avez vraiment une logique dans ce que vous définissez, dans ce que vous dites, mais je ne sais pas si à long terme c'est réellement le but, ce serait réellement le but que la France se vide de toutes ses origines, en tout cas de toute cette diversité, parce que là on parle des Algériens, mais combien il y a d'autres nationalités dans le pays. C'est un peu, alors que au contraire la politique est plus d'amener de la migration et de casser
toute identité française. Il n'y a plus d'identité française, comme il n'y a plus de chrétienté en France. On voit bien qu'il y a un manque de spiritualité. Les gens ne sont, alors même si on voit que les baptêmes reprennent au niveau de l'Église, mais ça aussi c'est une stratégie qui est mise en place pour casser toute structure, toute spiritualité, toute identité. Voilà. Bon. Moi, je serais moins je ne sais pas, optimiste que vous. Moi, je pense qu'il y a... C'est pas de l'optimisme, parce que c'est aussi d'autres problèmes, ça apporte d'autres problèmes. Non, parce que quand vous avez dit que l'extrême droite n'est plus ce qu'elle était, non, au contraire, l'extrême droite est devenue beaucoup plus intelligente, beaucoup plus pragmatique pour arriver au pouvoir. Elle est en train d'arrondir les angles, un peu comme Hitler avant 1932. Il arrondit les angles pour arriver au pouvoir, et ça a très bien marché. Vous avez vu ce qui s'est passé après. Vous savez, le seul qui a compris le danger d'Hitler... comparer le RN à Hitler, je pense non, je parle de stratégie électorale. C'est une stratégie électorale. Le seul qui a compris le danger d'Hitler en 1933, c'est Albert Einstein. Le jour de la victoire de Hitler, il a quitté l'Allemagne. Le jour même. Les partis d'extrême droite sont devenus extrêmement pragmatiques. Il distingue deux séquences dans le pouvoir. La conquête du pouvoir, où il faut arrondir les angles, et l'exercice du pouvoir, c'est-à-dire à partir du moment où ils vont être élus. Et aujourd'hui, ils sont dans la phase conquête du pouvoir. Ils savent qu'il faut qu'ils aient une majorité pour arriver au pouvoir. C'est ce que fait brillamment le Rassemblement national. Je vous rappelle qu'en 72, lorsque Jean-Marie Le Pen s'est présenté aux élections présidentielles, il faisait quoi, 1% des élections? Aujourd'hui, vous voyez que les intentions de vote, c'est entre 33 et 35%. C'est énorme, l'évolution en 50 ans. Je suis né en 72, donc je peux comparer. Moi, je pense que l'extrême droite va arriver au pouvoir en Europe dans les prochaines années. Et les deux gros bastions, c'est la France et l'Allemagne. À partir du moment où l'extrême droite va arriver au pouvoir, ou en Allemagne, ou en France, je pense qu'on va assister à un basculement de la politique migratoire, et nous allons assister à des expulsions massives. N'oubliez pas que les musulmans sont restés 781 ans en Espagne. En quelques mois seulement, 300 000 juifs ont été expulsés, et en quelques mois seulement, 117 ans plus tard, 400 000 musulmans ont été expulsés. Ça va très très vite, les expulsions. Je vous ai pris l'exemple des pieds noirs d'Algérie. En 4 mois... Je pense que c'est diaboliser le RN. On a vu en Italie, en Autriche. Je diabolise pas, c'est une stratégie. L'extrême droite est passée et finalement, ça se passe relativement bien. Alors, j'aimerais vous faire déjà réagir aux propos d'Alain Soral. Est-ce que vous le connaissez, Alain Soral? Je le suis à travers les réseaux sociaux, bien sûr, oui. C'est aussi un provocateur. Je suis pas un provocateur. Beaucoup plus provocateur. Je suis un homme politique, je suis pas un provocateur. D'ailleurs, il répondait à la question d'un de ses auditeurs, et voici ce qu'il dit sur l'Algérie. Alors, je le cite. Attention, je le cite. J'ai essayé de prendre le passage qui était le plus intéressant, en tout cas dans ce qu'on est en train de dire. Alors, je le cite. L'Algérie a un vrai problème. C'est un pays qui a été créé par la colonisation française et en même temps qui déteste cette colonisation. Cela produit une situation schizophrénique. C'est de la schizophrénie politique qui fait qu'on a des gens qui nous injurient dans la langue qu'on leur a imposée, qui est le français. C'est une situation qui est très compliquée pour les Algériens. C'est un pays très récent qui s'appuie sur un rohr national qui est assez bricolé. Être objectif sur ce que c'est que l'Algérie, la responsabilité notamment des dirigeants algériens depuis la décolonisation sur la crise algérienne, c'est des promesses qu'elle n'a pas tenues depuis la décolonisation. Évidemment, c'est plus facile de dire que c'est toujours la France qui est responsable que de critiquer le système algérien. Le système algérien est assez répressif. En revanche, il y a dans ce mensonge de la décolonisation un mensonge français et un mensonge algérien. C'est qu'en réalité, on ne connaît pas bien les accords d'Alger de 1962. On sait très bien que la relation franco-algérienne au niveau des élites politiques françaises et algériennes, c'est de co-gérer la manne pétrolière et gazière qui est technologiquement française sur des comptes partagés en Suisse et cacher cette collusion entre les élites prédatrices parce que l'argent est très mal redistribué en Algérie. Cacher ça pour les dirigeants algériens par le maintien d'un roman national ultra agressif qui dirait que tout est toujours dû à la colonisation française. Et puis il enchaîne. Je suis à 100% d'accord sur la partie gaz et pétrole. Sur la création
française de l'Algérie. Vous l'avez déjà dit tout à l'heure. Vous savez, il y a 2500 ans, le royaume du Mide existait, et il faut savoir que la ville de Constantine, dont est originaire Benjamin Stora, l'historien Benjamin Stora, était la capitale du royaume du Mide. Donc, à l'époque, Paris n'existait pas. Donc, vous savez, c'est intéressant de mettre les choses en perspective. Oui, il y a une responsabilité des dirigeants algériens par rapport aux promesses de l'indépendance qui n'ont pas été tenues, sauf au niveau de l'alphabétisation. Tout à l'heure, je vous disais que 90% des Algériens ne savaient pas lire ni écrire en 62. Aujourd'hui, vous avez 95 à 97% des Algériens qui savent lire et écrire. Et si on doit comparer avec le Maroc à côté, au Maroc, vous avez que 58% des Marocains qui sont alphabétisés. Vous avez 42% d'analphabétisme au Maroc. Car le modèle marocain est différent du modèle algérien. Le modèle marocain est un modèle élitiste, alors que le modèle algérien est un modèle égalitariste. C'est très difficile de gérer le plus grand pays d'Afrique. C'est 2 380 000 km², c'est 4 fois et demi la France. C'est pas évident de subvenir aux besoins en eau, en électricité, en éducation, en santé, en justice, en logement. C'est compliqué l'Algérie. Surtout que... Mais pourtant, c'est 46 millions à peu près d'habitants en Algérie, parce qu'en densité de population, bien sûr, il y a une partie qui n'est pas habitée, toute la partie du Sahara. Oui, tout à fait. On a à peu près la même population que l'Espagne. Mais l'Espagne, à la mort de Franco en 1975, c'est un pays extrêmement pauvre. C'est grâce à l'adhésion à l'Union européenne qu'ils ont bénéficié des fonds structurels européens qui ont permis un développement extraordinaire de l'Espagne. Nous, je vous rappelle que les ressources de gaz et de pétrole, la France exerce des pressions énormes pour obtenir du pétrole et du gaz gratuit. Et ça, c'est une réalité. Si nous avions 100% de notre souveraineté énergétique, croyez-moi que les villes algériennes ressembleraient davantage à New York ou à Londres ou à Paris plutôt qu'à des villes d'Afrique. Mais l'Algérie fournit à quelle hauteur en gaz la France ? Alors, je vous donne Est-ce que la France dépend réellement des fournitures de gaz algériennes ? Aujourd'hui, entre gaz et pétrole, c'est 13%. La question n'est pas de dépendre. La France peut acheter du pétrole et du gaz partout dans le monde. Elle achète du gaz et du pétrole de schiste aux États-Unis, elle achète à la Libye, elle achète au Qatar du GNL, du gaz donc liquéfié. C'est pas ça la question. La question, c'est que l'Algérie n'a pas 100% de ses revenus pétroliers et gaziers. Alors, vous me direz que c'est tout à fait normal pour des nouveaux gisements que l'Algérie partage avec des multinationales qui investissent pour l'exploration et l'exploitation. Mais moi, je parle des renouvellements de contrats, c'est-à-dire l'Algérie a déjà donné sa part à des entreprises comme Total, par exemple, ou Engie, c'est-à-dire Gaz de France, mais après ces 20 ou 25 ans, la France veut continuer à profiter de ces mêmes revenus alors que les investissements ont déjà été faits. C'est là-dessus que je m'insurge. Et c'est là où je suis d'accord avec Alain Soral sur la partie gaz et pétrole, pas sur la partie historique, évidemment. Et c'est là où, si on veut, par exemple, en tout cas, si l'État français veut que ces 5 millions d'Algériens, sur 10 à 20 ans, repartent en Algérie de façon volontaire d'abord et ensuite, on va dire, coordonnée avec l'État algérien et l'État français, il faudra que la France lâche un peu sur le plan du gaz et du pétrole pour que l'Algérie puisse préparer la venue de ces millions d'Algériens. Et j'aimerais rebondir simplement sur la phrase de la création française. Vous savez, si l'Algérie était une création française, à votre avis, est-ce qu'il y aurait des consuls français en Algérie avant 1830 ? Il y avait des consuls français en Algérie, à Alger. Le général Bugeaud a signé un traité avec l'émir Abdelkader, qui était celui qui s'est opposé dès 1832 à la colonisation française. Il y a eu ce qu'on appelle le traité de Tafna entre l'État français et l'État algérien en 1837. Je pense qu'il faut faire attention. Alain Soral est un brillant essayiste, brillant intellectuel, mais je crois que parfois il va dans le simplisme pour faire plaisir peut-être à une partie de ceux qui lui font confiance et qui le suivent. Et c'est un peu dommage, car il est intelligent, il est brillant, c'est un formidable tribun. Je pense qu'il aurait plus à gagner à être un peu plus, j'aimerais dire, nuancé sur la partie historique, bien que sur le plan énergétique, je suis tout à fait d'accord avec lui. Merci en tout cas. Je vous en prie. Alors on va enchaîner avec
une affaire, l'affaire qui vous concerne en tout cas, la Cour d'appel de Paris, qui vient de vous condamner à 12 mois de prison ferme sous bracelet électronique. Donc là, vous allez rejoindre la grande famille de ceux qui portent des bracelets électroniques. 5 ans d'interdiction d'exercer des activités immobilières et de faire des affaires, et une amende de 5 000 €. Alors, c'est une affaire qui date depuis plusieurs années. Et je sais que vous mettez toujours en lien une autre affaire, celle de Abdeslam Bouchouareb. Donc c'est un ancien ministre de l'Industrie et des Mines algérien qui lui vit en France, qui a été condamné par la justice algérienne. Et la justice algérienne a demandé son extradition. Et là, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a refusé d'extrader cet homme. Alors, je souligne bien que c'est l'ancien ministre de l'Industrie et des Mines, parce qu'on enchaîne un peu... Et le patron de l'auteur algéro-français, au moment où il était ministre. Puisqu'il a été ministre à 2 reprises, 96-97. C'est là où il était le patron de Boualem Sansal, qui était son directeur central de l'industrie. Ensuite, il a été à nouveau ministre de l'Industrie 2014-2017. Il est un ami très fidèle d'Emmanuel Macron. Et à vrai dire, c'est le président français qui ne veut pas extrader Abdeslam Bouchouareb. Ce qui signifie qu'en France, le président a une certaine ingérence, peut s'ingérer dans les affaires de la justice française, mais en Algérie, c'est pas possible. Le président n'a rien à voir avec la justice. C'est pas en direct. Alors, je vous donne un exemple. Vous avez cité l'avocat général. L'avocat général, vous le savez, vous connaissez le fonctionnement de la justice française, il représente le parquet. Le parquet, c'est le ministre de la Justice. Qui nomme le ministre de la Justice? C'est le président de la République. Donc, c'est le lien direct. Il n'y a pas de zigzag, comme on dit. Le président algérien peut intervenir directement dans le cadre des institutions judiciaires à partir du moment où on ne fait pas appel. Mais là, très clairement, Bouchouareb a demandé à son ami Emmanuel Macron de ne pas être extradé. Il lui a demandé, en vrai. Donc c'est un fait, à vrai dire. Oui, parce qu'il encourt, juste pour la petite histoire, il a été condamné à 5 peines de prison de 20 ans chacune. Oui, ça c'est par défaut. Oui, par défaut, bien sûr. De la même façon que moi, j'avais été condamné d'abord par défaut le 9 décembre 2021, alors j'étais en prison, puis assigné à résidence et malade en Algérie, à 18 mois de prison ferme, à une interdiction à vie de faire du business, à une amende de 40 000 € avec émission d'un mandat d'arrêt international. Pour ma femme et pour ma mère, comme ma pauvre femme, elle n'y est absolument pour rien. Car à l'époque, les services secrets français et les services secrets algériens, les 5% dont je vous ai parlé, s'étaient entendus pour me ruiner en France et pour me priver de liberté en Algérie. Donc il y avait un deal entre les deux. Heureusement, entre-temps, vous savez, le président algérien a clarifié les choses et c'est pour ça que maintenant je suis en une situation beaucoup plus confortable. Alors, la Cour d'appel de Paris, avec mon avocat, parce que au début j'avais demandé à mon avocat algérien de venir en France pour me défendre, mais les autorités consulaires françaises à Alger et à Oran, qui est la troisième ville du pays, ont refusé d'accorder un visa à mon avocat algérien. Donc j'étais obligé de prendre un avocat français. Donc on a apporté toutes les preuves que ce dossier judiciaire a été monté de toutes pièces par le général Denis Favier, notamment en montrant des convocations de la gendarmerie nationale, car entre 2013 et 2016, il était patron de la gendarmerie nationale. Dans ces convocations que j'ai publiées, il a écrit texto à des locataires d'un immeuble que je gérais à Choisy-le-Roi, donc dans le Val-de-Marne, que s'ils ne répondaient pas à cette convocation, ils étaient passibles de poursuites judiciaires ou militaires. Vous avez bien entendu, militaires. Ça rappelle le régime vichiste ou les pratiques dans les dictatures fascistes ou dictatures militaires. Vous n'avez pas remarqué, je suis le seul à parler de mon dossier judiciaire. Aucun journaliste français ne va en parler. Vous savez pourquoi? Car c'est la honte, c'est scandaleux qu'un pays, État de droit, utilise des moyens vichistes et fascistes pour faire pression sur des locataires en leur demandant de porter plainte contre moi. Donc ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, on m'a reproché de ne pas avoir déclaré mes impôts en 2011-2012. Regardez la date, 2011-2012, c'est au moment où j'ai lancé le fonds d'1 million d'euros pour payer les amendes des femmes qui portent librement le niqab. Et quand est-ce que la procédure a été enclenchée? En 2016, au moment où il y a eu le clash avec Nadine Morano, qui a demandé à ce que je sois expulsé de France et que tous mes comptes bancaires soient saisis.
C'était à Public Sénat, la vidéo est encore présente. Et donc c'est Bernard Cazeneuve qui a enclenché la procédure pour, en gros, m'affubler d'une prétendue fraude fiscale qui ne repose absolument sur rien. J'ai toujours déclaré mes impôts, mais on a fait croire que je les avais pas déclarés, quand bien même j'ai apporté toutes les preuves. Quand vous voyez ça, mais vous vous dites, mais c'est quoi ce pays? Et je vous donne juste un exemple. Lorsque je suis passé au procès le 21 mars, donc à la cour d'appel, parce que c'est un procès en appel, la présidente du tribunal m'a dit, mais monsieur Nekaz, vous étiez aux États-Unis, vous étiez au Maroc, vous étiez en Algérie, et vous savez que dans ces pays, il n'y a pas d'accord d'extradition. Je lui dis, et alors? Je lui dis, mais là, je suis devant vous, là, non? Et elle a dit à la greffière, notez, madame la greffière, notez. Et je lui dis, mais madame la présidente, je suis devant vous, je ne vais pas fuir. Je ne m'appelle pas Abdeslam Bouchouareb qui a demandé protection à la France, ni à Kamel Daoud qui demande la protection de la France, qui veut pas affronter la justice algérienne. Et aujourd'hui, donc après cette condamnation à 12 mois de prison ferme avec bracelet électronique, est-ce que vous savez que j'ai même pas eu de convocation pour aller voir le juge d'application des peines pour qu'il m'installe le bracelet électronique? Excusez-moi, mais regardez, j'ai toujours... Ça viendra, vous inquiétez pas, ça viendra. Pas forcément, je vais vous dire pourquoi. Normalement, au moment de la décision, la greffière doit vous donner la convocation le jour même. C'est ce qui m'était arrivé en première instance le 21 décembre. J'ai eu une convocation un mois après. Lorsque je me suis présenté au rendez-vous, c'était le 24 janvier 2024, au juge d'application des peines à Créteil. Figurez-vous qu'il n'était même pas là. Il n'est pas venu. Car la justice française a honte de ce dossier-là. Car je suis écrivain. On m'a fait condamner par défaut alors que j'étais en Algérie. Je me suis rendu volontairement à la justice française, c'était le 5 octobre 2023. J'ai même filmé ma reddition à l'aéroport d'Orly. J'étais incarcéré une première fois à Fresnes 75 jours. Et comme vous voyez, j'étais aux États-Unis. J'aurais pu rester aux États-Unis avec ma femme et mon fils. Mais non, je suis venu en France pour affronter cette justice. Et comme vous voyez, je suis très à l'aise. Aucun journaliste n'en a parlé. Je dis bien aucun. Car c'est la honte, c'est un scandale. Alors, au passage, ce général Denis Favier qui a monté ce dossier de toutes pièces, j'ai porté plainte contre lui. Aujourd'hui, il est mis en examen par le doyen des juges d'instruction, qui s'appelle le juge Cyril Pacaud, pour complicité de faux et pour subornation de témoins. C'est la raison pour laquelle je suis extrêmement à l'aise et j'attends gentiment que la justice française me rende les 100 millions d'euros qu'elle a saisis le 9 décembre 2021. Et tant que cet argent ne me sera pas restitué, je continuerai à demander un récépissé de titre de séjour de façon à pouvoir continuer cette procédure judiciaire en ayant une situation administrative légale. Alors, c'est bien étrange. Je vais raconter juste, je vais faire un petit aparté vraiment sur Denis Favier. Vous le connaissez alors? Et non, alors, c'est pas que je le connais, c'est que figurez-vous, quand j'ai préparé cette émission, donc je vous ai entendu parler de Denis Favier, je suis allée voir qui était ce Denis Favier. Donc Denis Favier, il est ex-général de la gendarmerie nationale, ex-commandant du GIGN, et puis depuis 2016, il est chef de la sûreté de Total Énergie. Vice-président, s'il vous plaît. Vice-président maintenant? Oui, oui. D'accord. Chargé de la sécurité. Et Denis Favier, figurez-vous que ici, j'ai reçu à votre place Jean-Luc Caliel, un ex du GIGN, qui a écrit un livre notamment qui s'appelle GIGN, les secrets d'une unité d'élite. Et il parlait d'un certain Denis. Lorsqu'il était commandant du GIGN, notamment en 94. Avant, quand il est arrivé, il était tout jeune, il était chargé donc de cette unité dont faisait partie Jean-Luc Caliel. Et il y a une autre anecdote, c'est que leur unité était sur la prise d'otage, a été dépêchée sur la prise d'otage de l'avion Alger-Paris. Décembre 94 à Marignane. Exactement. Donc on en a longuement parlé. Et quand je suis allée voir la biographie, je me suis dit, mais c'est lui en fait, ce Denis, c'était Denis Favier. Donc voilà, je fais juste un petit aparté. J'ai connecté les liens et je me suis dit, tiens, c'est vraiment étrange, comme quoi des fois. C'est incroyable. Mais vous savez bien sûr. Vous savez qu'il a été condamné par la Cour administrative d'appel de Toulouse en 2022 et par la Cour européenne des droits de l'homme quant à sa responsabilité dans l'assassinat du militant écologiste Rémi Fraisse en octobre 2014. Donc il a du sang dans les mains, ce monsieur. Car sur le plateau de TF1, il avait cautionné cet assassinat avec une grenade. Je ne sais pas si vous imaginez. Et ce monsieur, vous avez remarqué, ne porte pas plainte contre moi.
ils ne portent pas plainte, car tout ce que je dis est vérifié avec des preuves. Et c'est pour ça que je suis à l'aise. Alors, on va faire un grand écart maintenant. On va essayer de parler et d'aborder les relations pour terminer entre l'Algérie et le Maroc. Alors, Les frères. Bah, je l'espère pour vous, en tout cas. J'ai vécu 3 ans à Marrakech, vous savez, avec ma femme et mon fils. Mais je l'espère. Après tout, vous avez une histoire en commun, que ce soit d'ailleurs des îles Canaries jusqu'en Égypte à Siwa, normalement. Pour les Berbères. Voilà, pour les Berbères, vous pour les connaissez bien le sujet, est-ce que je vois. Pour les Amazirs. Je me suis documentée. Mais encore une fois, c'est la première fois que je tombe sur une journaliste qui connaît aussi bien le sujet. Alors, je maîtrise pas à 100%, attention, parce que voilà, je maîtrise pas, et en plus, je navigue entre les sujets, les gens le savent, enfin, les spectateurs et les internautes qui nous regardent voient bien que je fais le grand écart entre plein de sujets, donc c'est pas évident pour moi. Mais déjà, j'aimerais avoir votre sentiment sur ces relations entre les deux pays. Est-ce que vous en sentez de réelles tensions, ou ce sont juste des tensions qui sont alimentées peut-être par les réseaux sociaux? Voilà. Comment se porte le peuple à la fois marocain et le peuple algérien? Alors, première chose, les deux peuples ne se connaissent pas. Et je crois qu'il faut commencer par ça. Depuis la fermeture des frontières terrestres entre l'Algérie et le Maroc, 1994. Exactement, tout à fait, l'attentat de Marrakech, ces deux peuples ne se rencontrent plus. Les seuls qui se rencontrent, ce sont les Marocains et les Algériens de la diaspora, c'est-à-dire en France, en Belgique. Ceux-là se connaissent. Alors, par exemple, ma nounou était marocaine. Mon meilleur ami est marocain. La personne avec qui je milite est marocaine depuis 25 ans. Donc, en Europe, on se connaît. Mais les Marocains et les Algériens ne se connaissent plus. Il n'y a pas de jumelage, il n'y a pas de contact. À un moment donné, il y avait les lignes aériennes entre Alger et Casablanca. Donc, les hommes d'affaires se connaissent entre eux, les hommes politiques se connaissent entre eux, les diplomates se connaissent entre eux, mais les peuples ne se connaissent plus. Donc, ils s'attaquent par réseaux sociaux interposés. Donc, je crois que l'origine du problème vient de là. Ensuite, vient se greffer les politiques étrangères des deux pays. Le problème politique qu'il y a entre l'Algérie et le Maroc est lié fondamentalement à cette reconnaissance par le Maroc de l'État d'Israël dans le cadre des accords d'Abraham à partir de 2020, en échange de la reconnaissance de la marocanité du Sahara occidental par les États-Unis. Donc il y a eu un deal qui a été signé entre le Maroc, les États-Unis et Israël. Et pour l'Algérie, c'est un casus belli. Pourquoi? Car au-delà de cette reconnaissance diplomatique, il y a eu un accord sécuritaire entre le Maroc et Tel Aviv. Et cet accord sécuritaire stipulait que l'État d'Israël allait mettre en place une base militaire israélienne pas très loin de la frontière algérienne. Et pour l'Algérie, c'est inacceptable. Vraiment inacceptable. Alors, non que l'Algérie s'oppose aux Juifs, parce que l'Algérie n'a aucun problème avec les Juifs. Il y a des Juifs en Algérie, il y a des synagogues en Algérie. C'est pas là le problème. L'Algérie a toujours considéré qu'elle serait d'accord pour, elle aussi, avoir des relations diplomatiques avec Tel Aviv, à condition qu'il y ait un État palestinien. Car l'Algérie a toujours défendu la création d'un État palestinien. Donc c'est là où il y a un problème entre Alger et Rabat. Maintenant, même si sur le plan politique c'est apaisé, sur le plan des réseaux sociaux, c'est la guerre quotidienne. Aujourd'hui, les youtubeurs, les tiktokers, les influenceurs ont pris le pouvoir. C'est eux qui dictent la relation entre l'Algérie et le Maroc. Et là, il y a une haine qui est en train de s'installer sur les réseaux sociaux entre les Algériens d'un côté et les Marocains de l'autre. Et ça a même touché la diaspora. Alors que, comme je l'ai dit précédemment, les Algériens et les Marocains se connaissent en France. Ils jouent au football ensemble, ils vont à l'école ensemble, ils vont dans les mêmes cités ensemble, ils font du business ensemble. Donc, eux n'ont aucune raison de ne pas s'aimer ou de ne pas continuer à vivre en bonne intelligence. Là où il y a problème, c'est vraiment entre les Algériens d'Algérie et les Marocains du Maroc, car il n'y a pas de contact. Et pour illustrer mon propos, lorsque j'ai fait une visite très courte à Marrakech au mois de mars dernier, j'ai simplement fait une petite vidéo pour rappeler
que la mosquée, le Koutoubia de Marrakech, donc qui est l'emblème, le symbole de Marrakech, avait été construite au XIIe siècle par le calife de la dynastie des Almohades, qui est né en Algérie. Il y a eu un tsunami de haine contre moi au Maroc. Je dis bien un tsunami de haine, alors que j'avais raconté cette histoire pour dire que l'histoire de l'Afrique du Nord, c'est une histoire de contact permanent entre ce qui est aujourd'hui l'Algérie et ce qui est aujourd'hui le Maroc, et qu'il n'y avait pas de différence à l'époque entre les Algériens et les Marocains, car tous les peuples d'Afrique du Nord sont des peuples berbères. Il y a à peine 5% qui sont venus d'Arabie ou du Yémen, mais 95% sont des berbères. Il n'y a pas de différence entre les berbères algériens, mauritaniens, marocains ou libyens. Il n'y a pas de différence. Mais comme la dimension nationaliste, qui est une dimension récente, car elle est née de la colonisation. Là, je suis d'accord avec vous. Le nationalisme est né de la colonisation, car avant la colonisation, il n'y avait pas de nationalisme dans les pays musulmans. Il y avait un sentiment de fraternité musulmane. Là, je vous rejoins. Et aujourd'hui, le nationalisme est devenu plus fort que cette fraternité musulmane qui est née au 7e siècle avec le message coranique du prophète Mahomet, alayhi salatu wassalam, paix soit sur lui et sur son âme. C'est très important de se rendre compte que si des intellectuels, des journalistes, des hommes politiques ne font pas l'effort de remettre en avant cette fraternité nord-africaine et plus largement africaine, nous risquons d'aller vers le clash. Car les budgets militaires des deux pays, l'Algérie et le Maroc, ont explosé. On en est à 28 milliards de dollars. C'est colossal. C'est vraiment colossal. Et ces 28 milliards de dollars, c'est 28 milliards à moins pour l'éducation, pour la santé, pour la justice, pour l'agriculture, pour la culture. On va vers le clash. Et malheureusement, la déclaration unilatérale du président Emmanuel Macron du 30 juillet 2024, où il reconnaissait la marocanité du Sahara occidental, n'a fait qu'exacerber les tensions entre l'Algérie et le Maroc, car on voit bien que là, la France joue au pompier pyromane entre l'Algérie et le Maroc. En clair, la France a retrouvé cette tradition du diviser pour mieux régner, car la France n'a aucun intérêt à ce que l'Algérie et le Maroc s'unissent pour créer une fédération nord-africaine, par exemple, et être un pôle de puissance et un pôle de paix pour l'ensemble du continent africain. Et c'est là où je me dis que le président français Emmanuel Macron est un homme extrêmement dangereux sur le plan des relations internationales. Alors pour revenir à cette vidéo et à votre visite devant la mosquée de Koutoubia à Marrakech, moi j'ai été regarder la vidéo, mais c'est parce que j'en avais eu écho. J'ai eu des sources qui m'ont dit voilà, Rachid Nekaz s'est rendu à Marrakech et tout. Donc, je suis allée voir, je suis allée m'informer. Et alors vous êtes avec les deux écharpes, hein, l'écharpe marocaine et l'écharpe algérienne. Vous rappelez effectivement la fraternité, mais ce qui a pu effectivement interpeller à un moment, c'est que vous rappelez, alors vous insistez en fait sur le fait que Abdelmoumen, qui est alors vous dites, c'est un Algérien qui a construit la mosquée Koutoubia en 1146. Je pense que c'est ça qui a dérangé en réalité, parce qu'on est au XIIe siècle. L'Algérie n'existe pas. Abdelmoumen, c'est le premier calife effectivement des Almohades. C'est un conquérant. D'ailleurs, il a conquis aussi plusieurs villes. Je suis allée chercher, d'accord? J'ai rien dit. Je suis allée chercher. Non, parce que je vois que vous me regardez. Non. Je suis allée chercher. J'ai bien dit, il est né dans l'Algérie actuelle. Oui, Nedroma, voilà, Nedroma, l'Algérie actuelle exactement. Et puis il a conquis aussi des villes. Alors c'est un guerrier, hein, il a conquis par le sang, il a conquis, voilà, c'était assez violent. Donc il a fait un peu tout son tracé comme ça en partant. Toutes les conquêtes sont violentes, vous savez. En partant vers l'ouest, et puis finalement, effectivement, il arrive à Marrakech, ce qui va donner, donc il met fin aux Almoravides. Tout à fait. Voilà. Et donc, il va mourir au Maroc, à Salé. Oh, attendez, ça, j'ai pas retenu la date, en 1163, voilà. Salé, c'est Rabat, c'est la capitale. Exactement. C'était à l'époque. Et moi, je me suis dit,
Vous êtes effectivement, vous êtes amazir. Vous dites votre maman, elle est originaire de Béjaïa. Vous êtes un amazir parce que quand vous faites vos vidéos, d'abord vous commencez toujours par Salam alaikum azul filaoun. Salam alaikum azul filaoun. Salam alaikum azul filaoun. Donc quelque part, voilà. Pas quelque part, bien. Complètement. Voilà, on voit. Vous savez que je suis le premier en Algérie à avoir inauguré cette forme de salutation hybride pour bien marquer et l'islamité et la mazérité de l'Algérie, de l'Afrique du Nord. Et aujourd'hui, tout le monde l'a repris. Donc, dans cette vidéo, pourquoi ne pas vous être arrêté en disant, Abdelmoumen, le berbère, je sais pas. Je l'ai dit qu'il était berbère. Mais vous avez insisté, en fait, ça revient à plusieurs reprises, l'Algérien, l'Algérien, l'Algérien. Et je pense que c'est ce qui a dû irriter. Alors, j'ai, quand même, dans la presse marocaine, j'ai lu que vous aviez été mis dans votre chambre jusqu'à temps qu'un tribunal déclare votre expulsion du Maroc. Est-ce que ça c'est vrai? Ce sont des informations. Est-ce que c'est une information qui est avérée ou pas? Tout est faux. Tout est faux, d'accord. Non, mais je vais vous dire pourquoi. Voilà. Alors, interpellation, placement sous surveillance avant de vous expulser du Maroc sur décision judiciaire. Voilà. C'est là où je vous dis, il y a de la manipulation médiatique. Les Marocains me connaissent très bien. J'ai vécu 3 ans à Marrakech avec ma femme et mon fils qui était à l'école américaine. Est-ce que vous savez, et là je vais vous faire un scoop par rapport à cette affaire qui a fait couler beaucoup d'encre. Est-ce que vous savez que ce sont les autorités marocaines qui m'ont autorisé à publier cette vidéo? Car lorsque j'étais arrêté, je n'avais pas publié la vidéo, j'avais simplement enregistré cette vidéo, un peu comme aujourd'hui votre émission. Et ensuite, j'ai discuté pendant 6 heures avec les autorités marocaines et j'ai été très bien accueilli. On a bien discuté, c'était en plein ramadan et ils m'ont même dit si c'était pas le ramadan, vous aurez invité à manger, à déjeuner. Et ils m'ont même dit si tu veux, tu peux visiter le Maroc le plus librement du monde. Ils m'ont simplement fait 2 remarques. Ils m'ont dit que lorsqu'on a visualisé cette vidéo, en effet, sur le plan historique, vous avez totalement raison. Vous n'avez pas dit de contre-vérité sur le plan historique. Là où on a été heurté, c'est en tant que Marocains. En tant que Marocains, ils avaient du mal à entendre le mot, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, qu'un Algérien avait construit la Koutoubia. Mais il n'y a pas que ça. Ce qui les a embêtés, c'est que j'avais dit dans cette vidéo que les Marocains ont occupé illégalement le Sahara occidental. Car pour les Marocains, le Sahara occidental est marocain. Et moi, je leur ai dit gentiment, si on doit convoquer l'histoire, vous dites que le Sahara occidental est marocain, et moi je vous dis, si on doit utiliser l'histoire pour établir des revendications politiques, dans ce cas-là, non seulement le Maroc est algérien, non seulement la Mauritanie est algérienne, non seulement le Sahara occidental est algérien, même la Tunisie est algérienne et la Libye est algérienne. Donc, au jeu de la convocation de l'histoire, c'est tout le Maroc est algérien. C'est ça qui les énerve. Ensuite, quand ils m'ont autorisé à publier cette vidéo, c'est là où il y a eu le tsunami médiatique. Mais des 2 côtés, à la fois au Maroc et en Algérie. Alors au Maroc pour me décrier, en oubliant tout ce que j'avais dit du bien sur le sultan Mohamed V, sur la ville de Tanger, sur la contribution du Maroc à l'effort de guerre contre le colonialisme français. Alors là, tout ça a été oublié, parce que j'avais une très bonne image au Maroc avant ça. Car j'étais un des seuls à dire que le Maroc avait aidé, au même titre que la Tunisie et l'Égypte, l'Algérie à combattre le colonialisme. Il y avait 5 usines d'armement au Maroc pendant la guerre de libération. Mais tout ça, ça a été oublié. Tout ça à cause d'une petite vidéo. Et c'est là où on voit la fragilité des opinions publiques. Nous sommes dans un monde où, quand vous dites quelque chose qui gêne, on oublie 99 autres choses qui étaient favorables ou qui étaient perçues positivement. Mais heureusement, j'ai l'habitude des opinions publiques fluctuantes et à vrai dire, je respecte, j'aimerais dire, cette nouvelle tendance très épidermique dans laquelle nous vivons. Vous avez vu, en France, je suis décrié comme celui qui finance le niqab en voulant faire de moi un islamiste en col blanc, en oubliant que ma femme ne porte ni hijab, ni burkini, ni niqab. Avec l'expérience, on apprend à être indulgent.
Et là, je salue les autorités marocaines qui m'ont dit, après ce tsunami médiatique, ils m'ont dit, ne t'inquiète pas, vis comme tu le sens, sois juste prudent, mais en aucune manière je n'étais expulsé. Il y a eu 2 organisations marocaines qui ont porté plainte contre moi, et j'ai fait une déclaration à Alger avec mon avocat pour dire que j'étais tout à fait disposé à répondre à toutes les questions de la justice marocaine, si tant est qu'ils me reprocheraient des choses, et à ce jour, je n'ai reçu aucune convocation. Donc, au-delà de ce tsunami des réseaux sociaux, sachez que je n'ai aucun problème avec les autorités marocaines. Voilà. Et que c'est pour ça que je suis très à l'aise. Je suis très à l'aise au Maroc, je suis très à l'aise en Algérie et je suis très à l'aise en France, quand bien même j'ai été condamné à 12 mois de prison ferme, aménageable avec bracelet électronique. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, vous avez vu que aucun journaliste ne veut en parler de cette histoire. Aucun. Alors que normalement, il devrait s'en donner à cœur joie. Regardez, l'homme qui paie les amendes en niqab a été condamné. Parce qu'il sait que c'est un dossier bidon. Au moins c'est dit, vous l'avez dit, et les choses sont claires, je l'espère maintenant. Voilà. Inch'Allah. Voilà, espérons-le. Pour terminer, juste un mot, c'est vrai qu'on est resté assez longtemps, mais j'aurais encore tellement de questions à vous poser. Vous voyez, finalement, le dossier France-Algérie, Maroc-Algérie, c'est un vaste sujet, hein, je l'ai dit au tout début, oui. Complexe, épineux, mais c'est un vaste sujet qui est passionnant aussi. Et il peut vite devenir passionné. Il est déjà passionné. Et la dernière question, c'est la position de l'Algérie sur le Sahara occidental, sachant que ce que reproche le Maroc, en tout cas, c'est que l'Algérie ait fourni des armes aux côtés de la Libye d'ailleurs au front Polisario. Ça, c'est ce que le Maroc reproche aussi. Le Maroc soupçonnerait l'Algérie de vouloir avoir une ouverture sur l'océan Atlantique, ce qui lui permettrait d'asseoir économiquement d'autres ouvertures. Voilà, j'aimerais vous entendre sur ces 2 points. L'Algérie, en tout cas la position officielle algérienne depuis 1975, n'a pas bougé d'un iota. L'Algérie inscrit la question du Sahara occidental dans le cadre du mouvement de décolonisation dans le cadre des Nations Unies. Et l'Algérie a toujours demandé à ce qu'un référendum soit organisé pour poser la question au peuple sahraoui s'il veut l'indépendance ou pas. Mais le Maroc s'y est toujours opposé. À partir de 2007... L'Espagne avait essayé, non ? Oui, tout le monde a essayé. L'ONU a essayé, l'Espagne a essayé, mais c'est l'Espagne, à vrai dire, qui a causé le problème à la base, en organisant de façon secrète cette conférence de Madrid, donc le 14 novembre 1975, une semaine avant la mort de Franco. Là où le Maroc était intelligent, sur le plan diplomatique, c'est qu'il a fait évoluer sa position. C'est qu'à partir de 2007, il ne dit plus que le Sahara est marocain, il dit qu'il est prêt à reconnaître une large autonomie du Sahara occidental dans le cadre du royaume chérifien. En clair, le Sahara occidental aurait un statut particulier dans le cadre de cette monarchie marocaine. Et c'est là où je pense que l'Algérie a manqué d'audace, de créativité et d'innovation sur le plan diplomatique. À force de répéter la même chose depuis 50 ans, finalement, la position diplomatique algérienne ne prend plus aujourd'hui, car le monde a changé. Aujourd'hui, l'ONU n'est plus cette instance sur laquelle tout le monde est d'accord. On voit bien aujourd'hui, nous sommes entrés dans l'ère du plus fort. Les États-Unis, par exemple, ont reconnu la marocanité du Sahara occidental, l'Espagne, l'Allemagne, la France, et l'Algérie continue à dire la même chose. À mon petit niveau, j'ai essayé de faire évoluer, en tout cas, la position du citoyen algérien que je suis par rapport à la question du Sahara occidental. Depuis 2014, je défends une autre vision de la solution à ce problème-là. Je défends l'idée d'une double souveraineté, à la fois de l'Algérie et du Maroc pendant 10 ans sur le Sahara occidental. Cette double souveraineté, à vrai dire, elle s'inspire de ce qui se passe aujourd'hui avec la principauté d'Andorre. Vous savez que depuis 1278, cette principauté est co-gérée à la fois par la France et par l'Espagne au travers de l'évêque d'Urgell. Il y a aussi le cas du Soudan qui, entre 1899 et 1956, était géré à la fois par l'Angleterre et par l'Égypte, et il y a aussi les îles Samoa entre 1889 et 1899, qui étaient gérées par 3 pays, par l'Angleterre, par l'Allemagne et par les États-Unis. En langage diplomatique, cette double souveraineté porte un nom, ça s'appelle un condominium.
Et pour mettre en place ce condominium, j'ai proposé l'organisation de 2 référendums. Donc, un premier référendum, on poserait la question aux Sahraouis, est-ce qu'ils seraient d'accord pour la mise en place de cette double souveraineté algéro-marocaine pendant 10 ans. Et au bout de 10 ans, il y aurait un nouveau référendum, et là, il y aurait 3 questions. Première question, est-ce que vous voulez rester sous le régime de la double souveraineté algéro-marocaine? Deuxième question, est-ce que vous voulez rester dans le cadre d'une province autonome dans le cadre de la monarchie marocaine? Et troisième question, est-ce que vous voulez l'indépendance? Donc je me bats pour que cette idée puisse faire son chemin et puisse être adoptée, car si elle était adoptée dans le cadre d'une résolution des Nations Unies, on mettrait fin à ce problème qui date depuis 50 ans. Mais si on laisse les choses en l'état, je crains que la position marocaine devienne à l'avenir une position dominante et qu'au final, l'Algérie soit la grande perdante de cette affaire diplomatique, ce qui serait dommageable. Pourquoi? Car s'il y avait une résolution de l'ONU qui reconnaîtrait la marocanité du Sahara occidental, vous pouvez imaginer que l'Algérie ne resterait pas les bras croisés. Et quel est l'intérêt pour l'Algérie d'obtenir finalement le Sahara occidental, et même la proposition que vous faites d'avoir cette double souveraineté, est-ce qu'elle pourrait être envisageable, sachant que les relations sont quand même tendues entre les 2 pays? Je suis historien, donc j'ai une profondeur historique dans le passé et j'arrive à me projeter dans l'avenir sur 50, 100, 200 ans. Moi, mon objectif, c'est qu'il y ait la mise en place d'une fédération nord-africaine. À vrai dire, je considère que la question du Sahara occidental est un des problèmes qui empêche la mise en place de cette fédération nord-africaine. Vous savez, quand j'ai vécu en France, vous le savez, quand je vois l'Europe, c'est 29 pays, je connais les États-Unis, ma femme et mon fils sont américains, il y a 50 États. Moi, j'ai l'impression que on fait une petite querelle de chapelle en Afrique du Nord. Et je pense que ce problème... Alors pourquoi ne pas lâcher? Finalement, on pourrait se dire, le territoire algérien est suffisamment grand, bon bah... Laissons cette partie au Maroc. Mais l'Algérie n'a aucune revendication sur la Sahara occidentale. L'Algérie soutient le mouvement, le Front Polisario, qui est un mouvement indépendantiste du Sahara occidental. Encore une fois, je le répète, l'Algérie n'a aucune revendication territoriale. Moi, ma position, c'est pas une position expansionniste, bien au contraire. J'applique le même principe qu'il y a eu aux îles Samoa que je viens de citer, c'est-à-dire on aide ce territoire à être co-géré de façon à éviter ces conflits qui deviennent des conflits extrêmement dangereux si on n'y prête pas attention, et ça permettra pendant ces 10 années de travailler ensemble et de favoriser notamment la création d'institutions nord-africaines pour que, au bout de 10 ans, finalement, on ne parle plus de cette question-là et qu'on sera dans une logique nord-africaine plus que dans une logique ou marocaine, ou sahraoui, ou algérienne, ou tunisienne, ou libyenne. Je pense qu'aujourd'hui, nos diplomates de ces différents pays manquent de vision à long terme. Il n'y a pas des grands hommes aujourd'hui. Il n'y a pas de grande diplomatie, ni au Maroc, ni en Algérie, ni en Tunisie, ni en Libye, ni en Mauritanie. Je pense qu'on est devenu extrêmement petit. Et c'est cette petitesse qui me gêne aujourd'hui et qui nous empêche de voir l'avenir en grand. Car c'est cela qu'il faut aujourd'hui. Il faut voir l'avenir en grand. Quand vous avez au nord 29 pays qui s'unissent, quand vous avez à 6000 km aux États-Unis 50 États qui sont ensemble, nous sommes là en train de nous disputer sur des querelles de clochers. C'est triste, mais il faut faire avec la réalité. Donc les idées, elles mettent beaucoup de temps pour avancer, mais je reste optimiste. Je crois que cette affaire de Marrakech, en tout cas, m'a permis de faire la promotion de cette idée de condominium, de double souveraineté, quand bien même les Marocains y sont opposés, mais au moins le débat est lancé. Et écoutez, c'est tout ce qu'on espère, que le débat soit lancé et que les tensions aussi s'apaisent, à la fois entre la France et l'Algérie, et surtout entre l'Algérie et le Maroc, qui, je le rappelle, ont une histoire en commun, et ça c'est très important. Inch'Allah. Merci beaucoup Rachid Nekaz d'avoir été mon invité, merci pour ce long entretien, vraiment. C'est moi qui vous remercie, ma chère. Je pense que le débat, on pourrait en faire encore un autre débat. D'ailleurs, j'invite les gens à aller se renseigner sur le Sahara occidental et à aller regarder les anciennes cartes, parce qu'il faut regarder les anciennes cartes et regarder comment l'évolution s'est faite à travers... C'est d'Abdomoumen ou... vous choisissez quelle carte? Vous savez, quand on convoque l'histoire, c'est très délicat. C'est très délicat. Il faut recouper les informations, comme dans le journalisme. Il faut prendre plusieurs sources et recouper les informations et après vous faire votre propre idée. Je pense que c'est le mieux. Merci en tout cas, Rachid. Je vous invite à signer notre livre d'or. Avec plaisir. Merci beaucoup.